C'est parti, Mathilde, on recommence? Ok, super. Alors, Mathilde, que nous entendons, s'excuse auprès de vous tous. Voilà, c'est des petits problèmes techniques. Ça arrive. On est reparti. Christophe Venet, Guillaume Pénan. Donc voilà, pour le dire rapidement, plein de nouveautés dont on va parler aujourd'hui dans notre événement. Et puis aussi cet anniversaire, les 10 ans des Mardis de l'Espace qu'on va fêter tous ensemble. Ça va être un bel anniversaire. Donc, je disais des nouveautés. Alors, si on ne vous a pas entendu, il faut qu'on recommence quand même. Christophe, venez, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je suis directeur de l'Europe et de l'international au CNES. Ça veut dire que je suis chargé de mettre en œuvre toutes les coopérations institutionnelles qu'on a au CNES, donc l'Agence spatiale française, avec tous nos partenaires européens et internationaux. Donc, avec un profil plutôt Sciences Po dans un monde d'ingénieurs. Donc, je me sens parfois très seul, mais c'est fascinant. Ah bah oui, c'est fascinant. Alors. Et à votre côté, Guillaume Pénin. Alors, je rassure tout de suite Christophe, il n'est pas seul puisqu'il y a d'autres profils Sciences Po dans notre petite communauté spatiale. Donc, moi-même, je travaille actuellement pour le ministère des Armées en qualité d'expert spatial, profil que j'avais également auparavant pour le ministère des Affaires étrangères. Et je suis arrivé au spatial donc, en faisant de la recherche, je le répète, donc en profil Sciences Po et avec une thèse que j'ai réalisée, puis un petit parcours que j'ai fait également en think tank. Et donc, je précise que c'est à ce titre, finalement, que je m'exprime ce soir, à titre personnel en tant que spécialiste d'affaires spatiales. Parce que Merci. vous travaillez au ministère des Armées aujourd'hui. Donc, ce n'est pas à ce titre-là que vous exprimez, et c'est plutôt un titre personnel, je dirais, de chercheur, etc. Donc, on parle d'Europe ensemble, de l'Europe spatiale. Dites-moi, Christophe Venet, Guillaume Pénin, l'Europe, c'est gros. L'Europe, c'est compliqué. Ce serait plus simple quand même. C'est pas un boulet, non, qu'on se traîne. Ou au contraire, c'est une manière de multiplier les possibles. Christophe Venet. Oui, alors je crois que vous avez résumé en une phrase l'enjeu de la soirée, donc on peut, on peut aller se coucher. Non, mais plus sérieusement, alors, est-ce que l'Europe est compliquée? Oui, elle est très compliquée. C'est même consubstantiel à l'Europe que d'être compliqué. Moi, il me semble qu'il y a trois éléments qui témoignent un petit peu de cette complexité. D'abord, c'est un paysage institutionnel qui est très varié, avec des acteurs très différents. On a des États, comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie. On a l'Union européenne, qui est une construction politique particulière. Et puis, on a l'Agence spatiale européenne, qui est une construction intergouvernementale. Donc, on a d'abord une diversité d'acteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi une tension permanente entre la coopération et la compétition, notamment sur le plan industriel. Donc, on est dans le contexte européen amené à travailler ensemble sur le plan industriel, mais d'un autre côté, on a aussi des intérêts nationaux qui peuvent être divergents et donc des sujets de compétition internationale. Et la troisième caractéristique de cette complexité européenne, c'est évidemment le processus décisionnel, parce que quand on se retrouve à 22 autour d'une table à l'ESA ou à 27 autour d'une table à l'Union européenne, forcément, le consensus est beaucoup plus difficile à atteindre. Et donc, on a parfois des prises de décision qui peuvent être plus longues, plus complexes. Mais c'est aussi la beauté de l'Europe, puisque, pour le coup, on a réussi, malgré ces handicaps qui paraissent a priori, à première vue, insurmontables, on a réussi quand même à construire quelque chose d'assez magnifique, avec des réussites assez extraordinaires. Un ratio entre le budget européen et les réalisations qui est excellent, notamment par rapport à nos amis américains. Et donc, pour conclure, oui, l'Europe, c'est compliqué, mais on a besoin d'Europe précisément pour pouvoir agglomérer toutes les compétences européennes, que ce soit sur le plan scientifique, industriel, budgétaire, d'innovation. Et donc, c'est pour ça que des États comme la France participent à la construction du spatial européen, parce qu'ils y trouvent aussi un intérêt.
Alors, il y a plein de choses nouvelles dans ce Mardi de l'espace qu'on a aujourd'hui. D'abord, il y a vous, Christophe Venet, c'est la première fois que vous intervenez. Guillaume Pénin aussi, c'est la première fois. Et puis, on a le plaisir d'avoir Charlotte Coulot, alors qui tout à coup est… voilà, donc on a un peu plus de lumière. Vous savez que dans les Mardis de l'espace, dont on fête aujourd'hui les 10 ans quand même, à chaque fois, on a un pianiste, une pianiste pour la première fois, qui nous accompagne, qui a créé des chansons, et c'est Charlotte Coulot. Bonjour Charlotte. Alors, on ne t'entend pas parce que tu as ton micro coupé, alors ça ne marche pas là. Voilà, c'est ça. Super. Bonsoir, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Je suis Charlotte Coulot, donc je suis de Toulouse. Ah, ça s'entend en plus, légèrement, que tu es Vous de Toulouse. m'entendez bien là? Mais merveilleusement. D'accord. Super. Et pour débuter avec vos chansons, je voulais parler d'Ariane comme premier projet européen réussi finalement. En bossa. Après bien des doutes et des essais, il a donc fallu aboutir un projet. Et en 1973, les cartes ont enfin été alignées. Car le CNES, mesdames et messieurs, le CNES a été notre destinée. Et puis à l'horizon, afin que tu esquisses un sourire radieux, soudain elle décolle de son mieux. Et dans le ciel si bleu, elle chante à tue-tête son cri victorieux pour que toi tu l'admires heureux. Ariane, 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 tu es la plus jolie fusée. Ariane, 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 bien plus qu'un air, tu es notre destinée. Si Charlotte, quelques applaudissements quand même pour Charlotte, Christophe Venet, Guillaume Pénin, là. Ah oui, quand même. Merci Charlotte. Alors, il faut te dire, Charlotte, qu'on a Xavier ici à ta place, on a Mehdi aussi. Avant, on avait Raphaël. Alors, avec eux, c'était plutôt la franche pignolade. C'est la moquerie, ça vannait. Alors, toi, on est plus dans l'hommage, je dirais. Voilà. C'est un style très, voilà, très ce différent. sera peut-être un peu plus dans l'hommage. Ok, excellent. Un mot, Guillaume Pénin. Alors, l'Europe, c'est gros. L'Europe, c'est compliqué. En effet. Non, peut-être pour compléter effectivement ce qu'a souligné Christophe. Alors, on peut effectivement le voir sous l'angle du verre à moitié vide. On peut aussi le voir sous l'angle du verre à moitié plein, comme un effort qui s'inscrit dans le temps, qui avance de manière pragmatique, avance de manière graduelle, de manière aussi sélective, parce qu'en réalité, au-delà de la description que vient de donner Christophe, je pense aussi qu'il y a plusieurs Europes. Aux côtés de l'Europe civile dont il a été mention, il y a aussi une Europe de la défense et y compris pour nos sujets spatiaux qui se développe. Et il y a aussi une Europe qui était avant l'ESA. Donc voilà, pour préciser encore cette pluralité-là. Mais il y a aussi une originalité de cet effort spatial européen. C'est quelque chose qu'on peut souligner. C'est aussi la fameuse union dans la diversité qui nous permet d'avancer et qui, comme le Christophe l'a souligné, in fine, montre aussi une certaine excellence avec, par comparaison, pour le budget que nous avons investi, souligne toutes nos réussites. Alors, il y a énormément de sujets dont on peut parler. Qu'est-ce qu'on va parler? Je vais noter des tas de choses là, dont on va pouvoir parler. De la recherche scientifique, on va parler de défense, on peut parler des lanceurs, de la place de l'industrie, de tous ces acteurs européens, de leurs jeux un peu complexes, de leurs places respectives, des vols habités. Emmanuel Macron est favorable à la relance des vols habités, par exemple. Alors, moi, je sais que c'est un sujet qui intéresse souvent. Alors, peut-être qu'on peut commencer par ça, par ces vols habités. Emmanuel Macron a dit allez, si on remettait un petit peu au pot, là, Christophe Venet, qu'est-ce qu'il en est? On ne va pas les faire tout seul. Avant, les vols habités, c'était le CNES. Maintenant, il y a une agence, il y a un organisme particulier au sein de l'Agence spatiale européenne qui réunit tous les spationautes, tous les astronautes européens. C'est quoi l'ambition dans le domaine des vols habités? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les partenaires européens dans ce domaine-là? Alors, je pense que la première chose à avoir en tête, c'est que l'Europe fait déjà du vol habité.
mais dans un contexte et dans un cadre très particulier qui est celui de la coopération internationale autour de l'ISS, que tout le monde connaît, la Station spatiale internationale, avec donc des partenaires qui sont américains, russes, japonais, canadiens et européens. Et l'effort européen, en fait, transite par l'Agence spatiale européenne, qu'on a évoquée tout à l'heure. Et on est dans une situation où on a eu beaucoup de réalisations. On a des astronautes qui sont européens, qui sont régulièrement en orbite. Tout le monde connaît évidemment Thomas Pesquet en France. Mais il y en a d'autres aussi dans d'autres pays européens. Mais cet effort-là se fait d'une part dans un contexte très international et d'autre part avec une forme de dépendance, notamment pour l'accès à l'espace et l'accès à la station, une dépendance à la fois aux Américains et aux Russes. Alors, ce n'est plus trop le cas pour les Russes parce qu'on part maintenant avec les Américains, mais on se trouve un peu dans une situation intermédiaire où on a acquis en Europe beaucoup de compétences dans ce domaine, mais en gardant une certaine dépendance. Donc, l'objet, en tout cas l'interrogation qui est sur la table et qui a été d'ailleurs, comme vous l'avez souligné, mise sur la table par le président Macron, c'est de savoir si l'Europe veut aller plus loin dans son ambition, dans un contexte où on voit bien que toutes les grandes puissances spatiales, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, misent sur le vol habité à moyen et long terme. Et donc la question, c'est de savoir si on veut développer des capacités, par exemple, de capsules européennes autonomes, qui nous permettraient, toujours dans un contexte international, parce qu'on ne va pas faire ça tout seul. Une capsule habitée, on est d'accord. Hein, habitée, tout à fait. D'apporter une contribution qui soit plus visible, plus marquée, et qui, du coup, nous permette à la fois de tirer technologiquement l'ensemble du secteur vers le haut, et surtout politiquement d'être plus visible dans ce contexte international et dans la perspective du retour de l'homme sur la Lune dans un premier temps, puis sur Mars à plus long terme. Donc, l'enjeu, c'est une capsule. Une capsule, quel serait son rôle? La capsule, en fait, c'est l'objet spatial qui permet de transporter les êtres humains dans l'espace. Et aujourd'hui, on n'a pas de capsule européenne en tant que telle, fabriquée par l'industrie européenne et lancée par un lanceur européen. On utilisait beaucoup des capsules russes, les fameux Soyouz, pour rejoindre la station, et on utilise aujourd'hui des capsules américaines, notamment les capsules de SpaceX, dont vous avez certainement tous entendu parler. Alors ça, c'est les capsules qu'on va utiliser pour desservir la Station spatiale internationale, mais c'est une capsule qu'on pourrait utiliser à d'autres fins également? Théoriquement, il y a des modules habités qui peuvent être développés aussi pour aller vers la Lune et peut-être dans quelques décennies vers Mars. Donc cette capsule qui permet de faire du transport vers la Station spatiale internationale, on pourrait l'adapter pour d'autres fins. Tout à fait. D'accord. Toujours du transport humain. Tout à fait. Mais ok. Bon, alors ça, c'est une question. La question est politique. D'accord. Donc vous dites que c'est une question qu'Emmanuel Macron souhaite poser à ses partenaires européens. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Quelle est l'ambition européenne? Guillaume Pénin, mais les vols habités, c'est merveilleux, c'est le symbole, voilà, les États-Unis sont plusieurs fois entrés dans l'histoire au cours de l'histoire avec un grand H, et l'une des fois où ils ont marqué l'histoire de l'humanité, c'est quand ils ont posé des hommes, des humains, disons, sur la Lune. Et donc, il y a toujours cette force, c'est un symbole de puissance. Quand on est une grande puissance, justement, il faut avoir des moyens d'envoyer des personnes humaines dans l'espace. Mais est-ce que c'est davantage que ça, les vols habités? Davantage qu'un marqueur de puissance? Et l'Europe, qui veut jouer un rôle, elle a besoin d'avoir ce marqueur de puissance. C'est ça la logique derrière? Non, c'est très intéressant la manière dont vous avez effectivement vous posez le sujet. Alors, le président Macron, je crois me souvenir dans son discours, lui, mettait en avant la part du rêve et le fait que les Européens avaient peut-être une identité particulière à mettre en avant sur un tel sujet, non pas justement en mettant en avant une certaine puissance, mais plutôt voilà, l'Europe de la connaissance, l'Europe de la science qui avance et qui avance de manière, on va dire, plus inclusive au service de l'humanité. Donc ça, c'est la vision qui a été mise sur la table. Moi, j'ajouterais peut-être, pour donner un petit peu de contexte et d'épaisseur historique, c'est qu'en réalité, la question qu'a posée le président Macron, ce n'est pas la première fois qu'on se la pose en tant qu'Européens. On pourra notamment se souvenir que dans les années 80, début des années 90, le vol habité et le vol habité dans sa dimension d'autonomie étaient également mis sur la table. Et c'est une question à laquelle, à l'époque, on avait déjà répondu, à savoir, mais c'était quelque chose qui n'apparaissait pas comme prioritaire par rapport à d'autres besoins dans un contexte par ailleurs historique qui a été celui de la fin de la guerre froide, la remise en cause de certains. Voilà, la navette spatiale avait ses difficultés côté américain.
Ce qu'on pourra préciser aussi, peut-être pour mettre en contexte, là aussi, ce qui se passe côté outre-Atlantique, c'est que le vol habité pour les Américains, c'est quelque chose qui est quelque part consubstantiel à leur identité en tant que puissance spatiale. Ils ne peuvent pas se faire dépasser, là, ce n'est pas possible. Voilà, pour eux, il y a Spoutnik, effectivement, mais il y a aussi Gagarine. On voit que ces deux événements ont été cadrer le reste de leur effort et continuent aujourd'hui de faire leurs effets. Donc, aujourd'hui, on voit que l'effort américain, finalement, il marche sur deux pieds. C'est le vol habité, toujours, malgré tout, en dépit des crises qu'il peut vivre de temps à autre. Et on sait que la NASA connaît des périodes difficiles de remise en cause de manière régulière, on va dire, depuis la fin de la guerre froide. Et l'autre pied sur lequel marchent les États-Unis, et là aussi, les deux sont. Il y a peut-être des relations à établir, c'est évidemment le spatial militaire. Absolument. Et vous êtes un spécialiste du spatial militaire. On va y revenir évidemment. Est-ce qu'on pourrait voir l'image numéro 8 s'il te plaît, Mathilde. L'image numéro 8, vous la voyez, Guillaume Pénin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Hermès. Merci beaucoup. J'avais désactivé le son. Effectivement, Hermès, donc, qui fait référence à ce que je vous disais un peu plus tôt, à savoir ce que les Européens ont tenté de faire dans les années 80. Donc, il y avait une volonté d'envoyer des personnes humaines dans l'espace côté européen. Et même, je dirais que, si je ne me trompe pas, Ariane 5 a été conçue à cette fin aussi. Le diamètre du lanceur est extrêmement important. Je crois que c'est plus de 5 mètres. C'était un diamètre extrêmement imposant parce qu'on voulait justement mettre une navette tout en haut, comme on le voit sur cette image. Et puis finalement, on a tout abandonné. Alors, c'était un traumatisme, Guillaume Pénin, cette navette abandonnée européenne? C'est effectivement une façon de poser le sujet. Là aussi, pour remettre en contexte peut-être, Hermès, donc Ariane 5 a été effectivement fiabilisé pour rapporter Ariane 5, ce qui explique que c'est un lanceur les plus fiables au monde, par ailleurs, et dont on a pu attirer les fruits ces dernières décennies. Ce qu'il fallait, la manière aussi de comprendre le sujet, c'est que la manière dont on l'a avancé, nous, France, c'est dans le cadre d'un compromis qu'on avait avec les autres États membres de l'ESA. À partir du moment où ce compromis, pour différentes raisons, n'a plus tenu, parce que vous savez que l'ESA, et on a un petit peu mentionné à l'introduction, l'Europe spatiale, c'est aussi des arrangements en réalité qui sont négociés entre acteurs, entre États, en particulier les grands États. Et donc, il y a un gagnant-gagnant derrière. Mais à partir du moment où le deal finalement ne fonctionnait plus, Hermès était beaucoup plus difficile à tenir dans un contexte par ailleurs financier et technologique très compliqué. Donc oui, je pense qu'il y a eu, en tout cas pour une partie de la communauté spatiale, en particulier française, un certain traumatisme lié à ce sujet sur lequel les autorités politiques ne pouvaient plus tenir. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on était au moment de l'ISS, où il s'agissait de lancer le projet de station spatiale internationale. Et là encore, on pourra se souvenir, mais effectivement, ça sera aux historiens peut-être de préciser encore, mais que pour le CNES à l'époque, c'était pas forcément l'investissement le plus intéressant à faire. Je me souviens d'un président du CNES qui mentionnait que c'était un luxe plutôt qu'une nécessité. Ah, le mot est lâché, Christophe Venet. Non, voilà, Hermès. Alors, on a Thienou 71 qui nous dit « Elle m'a fait rêver, gamin, cette Hermès, la fameuse Hermès. » Donc, Christophe Venet, on pourrait avoir une capsule au moins, plutôt qu'un système qui irait se poser au sol. Une capsule, c'est peut-être plus simple. Une capsule, c'est plus simple à concevoir qu'un avion spatial sur le plan technique. On a une certaine expérience en plus en Europe de véhicules pressurisés, puisqu'on a fabriqué notamment l'ATV, qui était la capsule non habitée, mais qui permettait de ravitailler la station spatiale. Donc on a un certain héritage industriel. Mais je pense que pour revenir sur le sujet, la question de fond, c'est vraiment cette opposition qui n'est pas une opposition en fait, mais qui est parfois présentée comme telle, cette opposition binaire entre le spatial utile ou dit utile d'un côté et le spatial inspirant de l'autre. Et ce que disait Guillaume est très vrai, c'est-à-dire que dans la mystique spatiale américaine, ce côté inspirant est très présent. Et nous, en Europe, schématiquement, on a plutôt adopté, notamment à partir des années 90, une approche qui était plus centrée sur la Terre, les applications spatiales, en fait, le spatial au service de la Terre, avec
l'observation de la Terre, notamment sur les sujets climatiques, avec la navigation par satellite, avec les télécommunications, avec les potentialités économiques qui étaient permises par les applications spatiales. Et donc, schématiquement, le vol habité pose cette question-là de l'équilibre entre ce spatial utile tourné vers la Terre et ce spatial un petit peu plus inspirationnel, tourné vers la Lune, vers Mars, vers l'univers, d'une certaine manière. Et évidemment, historiquement, une politique spatiale, une bonne politique spatiale, ou en tout cas la politique spatiale qui a été menée par les grandes puissances spatiales, a toujours cherché à trouver un équilibre entre ces deux pôles, avec des fluctuations plus ou moins fortes. Et Hermès, l'histoire d'Hermès, c'est un peu l'illustration de ces fluctuations-là en Europe, avec une dimension très pragmatique, le deal au sein de l'ESA, avec nos grands partenaires, en particulier avec l'Allemagne, et puis une inspiration, enfin un côté inspirationnel, et puis une sorte de retour à la réalité, si je puis dire, avec une analyse coût-bénéfice qui faisait que finalement les investissements les plus rentables étaient plutôt mis sur les satellites dits utiles, c'est-à-dire au service de politiques publiques terrestres. Donc ça, c'est vraiment une belle illustration des deux facettes ou de deux pôles qui animent les politiques spatiales et notamment la politique spatiale européenne. Alors, vous avez L3G33K qui vous dit, est-ce qu'on pourrait espérer une capsule sur Ariane 6 ? Ce serait bien une capsule qui soit conçue pour Ariane 6, dit Ascinium également. C'est techniquement possible, c'est imaginable. Techniquement, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait imaginable, d'autant plus que Ariane 6 est quand même bâti sur l'héritage, notamment technique d'Ariane 5, et comme l'a souligné Guillaume, Ariane 5 a été conçu, notamment en termes de fiabilité, pour pouvoir emporter des humains dans l'espace. Et donc, en théorie, Ariane 6 pourrait aussi emporter une capsule dans l'espace, mais disons qu'il ne faut pas non plus brûler les étapes. La première étape pour Ariane 6, c'est d'effectuer le premier vol, c'est de monter en cadence, c'est de prouver aussi sa fiabilité, son utilité, de percer sur le marché commercial. Et donc, la question, en tout cas, du vol habité sur Ariane 6, elle ne se posera pas dans l'immédiat, mais potentiellement, elle pourra se poser à moyen terme. Et de toute façon, si l'Europe, politiquement, devait décider de s'engager dans une sorte de renouveau du vol habité, ça se ferait sur des années, voire sur des décennies. Donc, ce ne seraient pas des décisions qui se traduiraient matériellement dans les prochains mois, voire les prochaines années. Alors, vous qui nous regardez sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je regarde ça en même temps dans le chat. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le sujet. Il y a tellement de sujets dont on pourrait parler. Peut-être qu'on pourrait continuer avec l'actualité. C'est l'actualité, évidemment, qui est douloureuse. On a la guerre en Ukraine qui, finalement, a des conséquences aussi dans le domaine spatial, puisque la Russie a envahi un pays, une démocratie paisible, avec des visées politiques importantes. Et on a toute une coalition de pays qui s'opposent à cette manière de faire, dont la France et de nombreux pays européens. Du coup, quelles sont les relations actuellement avec la Russie Christophe Venet? Comment ça se passe dans le domaine spatial, je dirais? Je pense que la guerre en Ukraine a eu des conséquences sur le spatial à deux niveaux, à deux titres. D'abord, il y a eu des conséquences directes sur les coopérations entre la Russie et la France et entre la Russie et l'Europe plus généralement. Puisque, de fait, sans entrer dans le détail de l'enchaînement des événements, aujourd'hui, toutes les coopérations bilatérales et multilatérales qu'on avait avec la Russie ont cessé. Et ça, c'est quelque chose d'assez... Toutes les coopérations bilatérales et multilatérales avec la Russie ont cessé. Oui, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique. C'est inédit. Dans l'histoire du spatial, c'est totalement inédit. Wow. Parce que précisément, pendant longtemps, même au plus fort des tensions politiques sur Terre, le spatial restait d'une certaine manière préservé de ces tensions-là. Et les meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est les coopérations, notamment entre la France et l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, mais aussi entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, il y a eu des hauts et des bas, mais on se souvient par exemple de la mission Apollo-Soyouz en 1975, qui accompagnait une période d'apaisement géopolitique.
Alors, détente 1975, sur la Terre. la guerre froide, où les choses s'apaisent un petit peu. Et du coup, on a capsule Apollo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Apollo-Soyuz? On a de l'Apollo et du Soyuz qui se sont C'est ça. C'était une dockés, comme mission on dit. emblématique avec une capsule Apollo, donc les capsules qui ont été utilisées par les Américains pour aller sur la Lune, et une capsule Soyouz, qui était la capsule classique utilisée par les Soviétiques pour envoyer des cosmonautes dans l'espace, qui ont effectué un rendez-vous spatial en orbite pour, d'une certaine manière, marquer politiquement la détente entre les grands. Mais mon propos, c'est de dire que le fait de rompre toute coopération avec les Russes est unique parce que même lors des tensions précédentes, je parlais de l'Union soviétique, mais il y a aussi eu des tensions plus récentes avec la Russie sur un certain nombre d'autres sujets. Et lors de ces périodes de tension, les coopérations spatiales étaient toujours préservées parce qu'on considérait que c'était un domaine qui relevait de l'intérêt commun, à la fois côté russe et côté européen et français. Et là, la profondeur de la crise fait que les coopérations se sont totalement arrêtées. Et moi, il me semble que ça, c'est un premier niveau de lecture des conséquences de la guerre en Ukraine. Un deuxième niveau de lecture, et là, je laisserai aussi Guillaume parler peut-être des aspects plus stratégiques, mais il me semble que ça démontre de manière extrêmement nette l'importance de l'infrastructure spatiale pour nos économies et nos sociétés, et la vulnérabilité de ces infrastructures aussi. Parce qu'on a eu des exemples, par exemple, au cours des dernières semaines, de mise à disposition d'infrastructures spatiales par SpaceX, pour ne pas les nommer, parce que l'infrastructure au sol était détruite en Ukraine par la guerre. Et donc, c'est l'infrastructure spatiale qui permet de maintenir un certain nombre de services. Et donc, la guerre en creux nous montre en fait notre dépendance à ces infrastructures et la nécessité aussi de les protéger. Donc, ça, c'est peut-être une conséquence à plus long terme sur le plan stratégique. Alors, du coup, Guillaume Pénin, dans le chat, on vous dit, alors il y a tout à fait qui vous dit, et dans l'ISS, comment est l'ambiance pour l'interrogation? On a le Sense of Wonder qui vous dit, d'après Mathias Maurer, qui est un astronaute allemand, tout va bien entre astronautes à bord de la station spatiale Internet. On a Lanceau 260 qui vous demande quelles sont les conséquences pour l'ISS. Est-ce que ça a posé des problèmes avec la Russie? Alors peut-être avant de répondre aux questions de ces auditeurs, juste pour rebondir sur les propos de Christophe, moi je pense ce que nous traversons aujourd'hui et qui donc il y a des implications aussi sur notre domaine, c'est une espèce de clarification un petit peu stratégique ou géopolitique qui effectivement est à deux niveaux. La première, effectivement, c'est qu'on constate que l'espèce de sanctuarisation dont on pensait que l'espace pouvait être l'objet, à savoir une espèce de coupure entre ce qui se passait dans l'espace, y compris peut-être à bord de l'ISS, et ce qui se passait sur Terre pouvait être distinct l'un de l'autre. On se rend compte qu'effectivement, l'espace en réalité n'est que le reflet des relations sur Terre et du rapport de force qui joue sur Terre. Ce qu'on peut ajouter pour continuer sur ce sujet, c'est qu'on avait aussi peut-être un risque de contradiction ces dernières années. Le comportement de la Russie, celui que nous découvrons en Ukraine, je pense qu'il y avait des signaux faibles que nous pouvions identifier, y compris sur nos sujets ces 2-3 dernières années. Pour l'espace, on se rend compte quand même que la Russie a conduit un certain nombre de comportements qui ont été présentés comme irresponsables ou déstabilisateurs ou provocateurs. Je pense en particulier, et c'est de notoriété publique, c'est le test anti-satellite qu'ils ont effectué en novembre dernier. Donc on se rend compte quand même qu'il y avait une petite contradiction entre ces actions-là et on pourra préciser que ce test ASAT est particulièrement déstabilisateur, dangereux, parce qu'il est surtout, il est arrivé comme une totale surprise, évidemment, il n'a pas fait l'objet de notification, mais il est totalement indiscriminé dans ses effets, à savoir que le nuage de débris qui a été créé à l'issue de la destruction de ce satellite russe a des répercussions très concrètes sur l'ensemble des rappeliez occupants d'un de mot leur vie. vous rappeliez d'un mot de quoi il s'est agi. Alors voilà, effectivement. Donc en novembre dernier, la Russie a réalisé un test d'un missile anti-satellite, test qui a provoqué la destruction du satellite cible, qui était russe, provoquant un nuage de débris à l'issue. Donc on est en une altitude de 400-500 km, qui est une orbite très fréquentée, en particulier par nos satellites d'intérêt, mais pour qu'ils ne soient pas seulement gouvernementaux, mais aussi commerciaux. Et on est dans un moment où, vous savez, où nos orbites sont de plus en plus occupées avec de plus en plus de projets commerciaux.
Donc les répercussions sont assez, peut-être indirectes, mais en tout cas assez concrètes, y compris pour nos économies. Et puis c'était également sur le chemin de l'ISS. Ce qui là aussi pose une série de questions sur donc, le rationnel derrière ce comportement. Le rationnel derrière ce comportement, vous voulez dire, est-ce qu'il n'y avait pas déjà, c'était pas déjà un acte d'hostilité, une façon de prendre le pouvoir dans le domaine spatial? Je vais pas faire. Il s'agissait aussi de marcher sur les brisées de la Chine, qui avait fait exactement la même chose quelques années plus tôt, détruire un de ses propres satellites et de telle façon que ça avait provoqué tout un nuage de débris. Et la Russie dit, bah oui, bah moi aussi je vais faire la même chose, quoi. Je ne vais effectivement pas faire d'hypothèse sur pourquoi ce test. Bon, on sait que le processus décisionnel en Russie est assez unique. Sans doute, la justification russe sera de dire que d'autres puissances ont réalisé ce genre de test avant eux. Et en réalité, ils n'ont pas tant mentionné la Russie ici, la Chine ici, que les États-Unis qui ont réalisé un test de ce type en 2008, mais à une altitude beaucoup plus basse, ce qui fait que les débris sont très vite retombés, sont très vite consumés dans l'atmosphère. Mais néanmoins, peu importe la justification qu'ils nous ont mise en avant, je pense que les tests dont je faisais mention, celui chinois 2007, celui américain 2008, et puis il y a un test anti-satellite indien également en 2019. Aujourd'hui, en 2022, en réalité, beaucoup de choses sont passées entre-temps. On voit que l'occupation des orbites s'est intensifiée. On parle parfois même de saturation. On a des orbites où on va avoir plus de 10 000 petits satellites, par exemple. Donc, le caractère irresponsable de ce genre de test, je crois, peut être défendu assez férocement compte tenu de ce contexte stratégique un petit peu changeant. Et l'autre clarification que je voulais mentionner, donc il y a la clarification vis-à-vis du spatial, on va dire, et puis effectivement, ça qu'a mentionné Christophe. Pour nous aussi, c'est une clarification. Donc, on voit que nos infrastructures sont vulnérables, et l'on voit aussi que si l'Europe spatiale, et on peut revenir à l'Europe spatiale aussi, veut s'affirmer, veut être un acteur, et finalement ne pas rester un spectateur de ce que font les autres, qui soient hostiles, qui soient menaçantes ou qui soient aussi de la pure compétition, eh bien, il faut investir dans des capacités. Et là, ça renvoie à une actualité assez chaude à Bruxelles, où nous avons une commission européenne en particulier qui pousse des projets très intéressants et structurants sans doute pour notre avenir. Alors, Christophe, venez me faire remarquer que le test, vous appelez ça un test, la destruction du satellite menace la station spatiale chinoise. On est sur on est sur des orbites comparables? Oui, en fait, c'est les orbites basses, donc ça menace l'ISS, ça menace la station chinoise. Et c'est ce que Guillaume entendait quand il parlait de conséquences indiscriminées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on détruit un satellite qui crée des dizaines de milliers de débris, on menace non seulement les satellites et les infrastructures des autres puissances, donc les stations spatiales potentiellement c'est plus grave puisqu'elles sont habitées, mais aussi des satellites, mais on menace aussi ses propres satellites et ses propres infrastructures, parce qu'un débris qui tourne en orbite autour de la Terre, il ne fait pas la distinction entre un satellite russe, américain, chinois, indien, lorsqu'il vient de percuter. Et donc c'est ça qui est totalement irresponsable dans ce genre de comportement. Et c'est ce qui provoque un tollé au niveau international. Et l'ISS en particulier est menacé. Et l'ISS doit régulièrement effectuer des manœuvres d'évitement de débris. Alors évidemment, les plus gros débris peuvent être suivis depuis le sol. Et donc l'ISS fait des manœuvres d'évitement préventives. Mais on n'a pas forcément la capacité aujourd'hui de suivre des tout petits débris qui peuvent provoquer eux aussi des dégâts absolument colossaux si ils venaient à heurter un satellite ou la station à des endroits vulnérables. C'était Idarian Rêve d'espace qu'il faisait remarquer là dans le chat tout à l'heure. On va peut-être clore ce chapitre russe en regardant l'image numéro 11. L'image numéro 11, elle est magnifique, c'est ExoMars. Alors, ça fait longtemps qu'on l'attend, le rover ExoMars, et il est réalisé en coopération avec la Russie. Christophe Venet, donc où est-ce qu'on en est là? Alors, c'est l'une des conséquences très, très, très concrètes de la guerre en Ukraine et de la rupture des coopérations avec la Russie, puisque ce rover, qui avait été effectivement conçu comme une coopération entre l'Europe et la Russie, devait initialement être lancé depuis la Russie, donc depuis le centre spatial à Baïkonour, enfin, en l'occurrence c'est au Kazakhstan, mais il devait être lancé sur une fusée russe, Proton, une fusée lourde, depuis Baïkonour. Et évidemment, compte tenu des circonstances et de l'invasion de l'Ukraine,
ce lancement n'était plus envisageable, ni sur le plan opérationnel, parce qu'en raison d'un certain nombre de contraintes, notamment les sanctions, c'était plus possible d'envoyer tout le matériel nécessaire à Baïkonour. Et politiquement, surtout, ça paraissait totalement incongru de lancer une mission emblématique en grande pompe avec les Russes, alors que la guerre fera malheureusement toujours rage, probablement en Ukraine en septembre. Et donc, l'avenir de la mission est un petit peu en suspens. Alors là, il est beaucoup trop tôt pour dire ce qui va se passer très concrètement. Et c'est l'Agence spatiale européenne qui gère la partie européenne de la coopération sur ExoMars, qui est en train d'expertiser un certain nombre de scénarios possibles pour pouvoir sauver la mission ou la conduire sous une autre forme. Donc, on pourrait éventuellement la sauver, sachant que le lancement, on n'est pas obligé de le faire avec des moyens russes, d'une part. Et puis, il y a quelques instruments russes, mais on pourrait peut-être mettre des instruments européens. La question, justement, tout ça est en cours d'analyse, notamment. Parce que vous avez des scénarios. Est-ce que ce dont je parle, c'est un scénario imaginé? Il n'y a pas de scénario imaginé, puisque la mission est tellement complexe, et il y a tellement d'implications à prendre en compte, en termes industriels, comme vous le disiez, en termes d'instruments, il y a le lancement à prendre en compte, il y a les fenêtres de tir aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour lancer une mission martienne, il y a des fenêtres de tir qui sont idéales en termes de mécanique spatiale, et d'autres fenêtres de tir qui ne sont absolument pas praticables. Donc, ce n'est pas juste une question de repousser et puis de se dire, dès qu'on est prêt, on lance, puisque si on rate les fenêtres de tir pour Mars, parfois, on ne peut pas relancer avant 1 an ou 2 ans, puisque la conjonction des différentes trajectoires planétaires font que si on ne lance pas à un moment donné, on rate la planète, ou alors on met 10 ans pour y arriver. Et donc, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, c'est tellement complexe que pour l'instant, on n'a objectivement aucune idée précise, concrète de ce qui pourrait se passer. Regardons une autre image, c'est l'image numéro 12. Est-ce que vous pouvez nous la commenter, Guillaume Pénin? Alors, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de laisser la parole à Christophe sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous la décrire, Christophe Venet? C'est Soyouz. Soyouz en Guyane. Et donc, le lanceur Soyouz. Le lanceur Soyouz, voilà. La fusée qu'on voit, c'est une fusée russe, Soyouz, qui est lancée depuis la Guyane. Et c'est une excellente illustration de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur la crise russe et sur les conséquences de la guerre, puisque à l'origine, Soyouz en Guyane, c'est l'un des projets emblématiques, si ce n'est le projet emblématique de la coopération franco-russe, puisqu'on a décidé, il y a une quinzaine d'années, de déplacer ou de transposer le lanceur Soyouz, qui est quand même un lanceur historique. Il faut avoir en tête que le lanceur Soyouz, c'est le lanceur qui a lancé Gagarine en orbite. Et c'est le même lanceur qui a 60 ans. Alors évidemment, qui a connu des évolutions, des améliorations. Sur le principe, c'est le lanceur qui a été le plus lancé au monde depuis le début de l'histoire spatiale. Et donc, c'est un lanceur historique et emblématique et qui a été lancé depuis le Centre spatial guyanais. Depuis une dizaine d'années maintenant, il était implanté au Centre spatial guyanais. Et ça permettait à Arianespace, qui est la société qui commercialise les lanceurs européens, d'offrir une gamme de lanceurs finalement très large, qui allait du petit lanceur Vega au lanceur lourd Ariane 5, en passant par Soyouz, qui est un petit peu le lanceur intermédiaire, et qui permettait donc de couvrir toute la gamme de lancement et d'être extrêmement compétitif sur le marché des lanceurs. Donc c'est un projet absolument extraordinaire, d'ingénierie absolument incroyable. Il faut se rendre compte qu'on a reproduit en Guyane tout le pas de tir qui existe à Baïkonour pour lancer le Soyouz, avec une importation de toutes les méthodes russes d'opération du lanceur. Donc c'est un projet qui était à la fois fou et extrêmement inspirant et fascinant, et qui aujourd'hui est à l'arrêt, puisqu'il pâtit lui aussi des conséquences de la guerre en Ukraine. Guillaume Pénin, on a Idariane qui dit « Qui pense que réellement Soyouz va redécoller un jour de Guyane ?» Perso, je suis pessimiste. Vous êtes optimiste, vous? Sur ce sujet, pas spécialement. Ce qu'on peut être ajouté, alors Soyouz est né aussi le Soyouz en Guyane est dans un contexte qui était radicalement différent effectivement de celui que nous vivons aujourd'hui. On était dans les années 90, l'après-guerre froide, la chute du mur. Voilà, il s'agissait aussi de renforcer les liens Est-Ouest. Donc nous avions des coopérations américaines et russes qui étaient créées à l'époque. Donc en particulier pour commercialiser le proton précisément. Donc les Européens
on souhaitait également avoir la coopération et c'est ainsi que Soyuz est né. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces dernières années, quand même, on avait aussi conscience, nous, Européens, du lien de dépendance que cela provoquait. Et à mon sens, Ariane 6, c'est un petit peu le constat lucide que nous avons fait, à savoir que si nous voulons être complètement autonomes, il faut assumer et donc être présent sur l'ensemble des créneaux, y compris celui qu'occupait Soyuz. Donc, quelque part, Soyuz était d'une certaine manière un petit peu en sursis, au moins sur le plan des lancements institutionnels, et devait être amené à être remplacé par Ariane 6, même s'il aurait pu prétendre à une seconde vie sur le plan commercial, et peut-être qu'Ariane Espace avait certaines idées à ce titre. Ariane Espace en tant qu'opérateur depuis Kourou en Guyane, mais aussi depuis Baïkonour au Kazakhstan. Vous savez qu'il y a une filiale d'Ariane Espace qui s'appelle Starsem. Au bilan de présidence de l'Union européenne, la France a eu de l'influence et s'est bien donné de la peine pour réfléchir à demain, nous montrer le chemin, offrir aux concitoyens un monde meilleur pour demain, nous offrir une protection dans ce monde en mutation, construire un cocon spatial et un ciel idéal pour réfléchir au climat avec Copernicus, surveiller les changements pour un bien-être ambiant. Merci Charlotte. Encore un petit hommage pour l'action de la France dans l'Union européenne. Merci à toi. Alors, on a parlé de choses assez concrètes, de la Russie, on a parlé de vols habités. Est-ce qu'on peut ouvrir un chapitre un peu institutionnel? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. En Europe, il y a de l'agence spatiale. Alors déjà, il y a toutes les agences nationales. Il y a l'agence spatiale européenne. Il y a l'Union européenne qui est arrivée il y a quelques temps également, qui maintenant a un vrai rôle dans le domaine spatial. Est-ce qu'on ne se marche pas un petit peu sur les pieds? Alors d'abord, quels sont les... Est-ce qu'on se marche pas un peu sur les pieds, Christophe Venet, avec tous ces organismes, les uns, les autres on a maintenant... qu'est-ce qu'on a d'autre encore ouais, il y a beaucoup de choses là, qui se mettent en place. C'est aussi au sein de l'Union européenne, maintenant, il y a carrément une agence chargée du programme spatial qui s'appelle l'EUSPA, l'agence de l'Union européenne pour le programme spatial. Elle est à Prague, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, on a une agence là. Enfin bref, on a... Alors, pour filer la métaphore des pieds, vous mettez un peu les pieds dans le plat en posant la question comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des questions institutionnelles qui se posent, notamment sur la relation entre l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne, pour un certain nombre de raisons. La première raison, et la plus évidente, c'est qu'en fait, la constitution de ces deux organisations n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on a des États membres qui sont au sein de l'ESA et qui ne sont pas États membres de l'Union européenne. En l'occurrence, c'est le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. Ils sont dans l'Agence spatiale européenne, dans l'Agence spatiale européenne, mais pas dans l'Union européenne. Et à l'inverse, on a des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas États membres de l'ESA. Donc ça pose tout de suite un problème institutionnel parce qu'on aurait pu penser que finalement, la solution la plus logique aurait été de dire on intègre simplement l'Agence spatiale européenne au sein de l'Union européenne et elle devient d'une certaine manière le bras armé de la politique spatiale de l'Union européenne. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, précisément parce qu'il y a cette... Quand vous dites le bras armé, c'est-à-dire quoi le bras armé? Alors en fait, le bras armé, c'est schématiquement, ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est que l'Union européenne n'était pas un acteur traditionnel dans le domaine spatial, c'est assez récent, enfin, à l'image de l'existence de l'ESA. On peut situer l'émergence de l'Union européenne dans le domaine spatial à peu près au début des années 2000, avec le lancement de deux projets emblématiques, Copernicus, dont on a parlé joliment en musique d'ailleurs, et puis Galileo. Et à partir de là, l'Union européenne a commencé un petit peu à prendre du poids sur la scène spatiale européenne et surtout à investir de l'argent et à prendre une forme de leadership politique, parce que l'Union européenne est une institution qui, par définition, a un poids politique important, alors que l'Agence spatiale européenne est plutôt considérée comme une agence de R&D, une agence technique,
certes extrêmement importante, mais qui n'a pas forcément vocation à avoir une vision stratégique qui soit transverse, alors que c'est le cas de l'Union européenne. Ok, donc ça c'est important. Donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, je dis, oh, il y a des acteurs, c'est un peu compliqué, mais en fait, il y a une logique derrière ça. On a d'une part une Union européenne qui, elle, a une vision stratégique, qui a une politique qui vise, par exemple, des choses comme une forme de souveraineté européenne dans certains domaines. Puis on a d'autre part l'Agence spatiale européenne, qui là est plus une agence technique, c'est ça? C'est une agence de projet, parce qu'une agence technique, projet, ouais. c'est peut-être un petit peu réducteur. C'est quand même une agence de projet qui a contribué à façonner l'Eurospatiale pendant longtemps. Il y a tous les projets ou de nombreux projets emblématiques européens ont été conçus par l'Agence spatiale européenne. Mais je dirais la plus-value de l'Union européenne, c'est qu'elle a une vision qui n'est pas sectorielle du spatial, beaucoup plus large. Et donc, elle a conscience notamment de l'utilité du spatial pour tout un tas de politiques publiques. Le spatial, c'est utile aussi pour la pêche, pour l'agriculture, pour les transports, pour la surveillance des frontières. Et ça, c'est des compétences de l'Union européenne. Et l'ESA, évidemment, n'a aucune compétence dans ces domaines. Et donc, schématiquement, pour expliquer les choses, ce qui s'est mis en place au cours des dernières années, c'est notamment sur le programme Galileo et Copernicus, des programmes de l'Union européenne financés soit en totalité pour le cap Galileo, soit en grande partie pour le cap Copernicus par l'Union européenne, mais mis en œuvre par l'ESA, parce que l'ESA dispose d'une compétence technique. Donc, il y a des programmes sur lesquels l'Union européenne, elle a une visée, elle a une volonté politique. Elle dit ça, c'est important pour l'Europe, il faut le faire dans le domaine spatial. Et finalement, l'Agence spatiale européenne dit écoutez, moi, je veux bien vous aider à concevoir, à mettre finalement vos politiques, vos envies, vos souhaits. Je vais les mettre, moi, je vais les rendre possibles, quoi. Je vais les concrétiser, finalement. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc, ça marche bien, finalement. Alors, ça marche bien. C'est un schéma qui est très idéal et très idéalisé, puisque dans la vraie vie, entre guillemets, il y a quelques tensions, justement, sur le rôle, parce que l'ESA, en tant qu'institution, n'accepte pas forcément ce rôle qu'elle considère finalement comme étant un rôle subordonné à l'UE. Et presque en faisant de la transposition psychologique, l'ESA était un petit peu seule sur scène pendant des décennies. Et tout à coup, elle a vu émerger ce petit acteur qui était l'Union européenne, qui n'a aucune compétence technique, qui ne comprend rien au sujet, et qui a grandi, pris de l'ampleur, pris du poids, et qui aujourd'hui pilote Galileo, Copernicus, a une vraie légitimité. Donc, il y a quand même un petit sujet, je dirais, de dissension institutionnelle entre les deux organisations, qui fait que ça marche, on arrive à trouver des accords, mais que ce n'est pas toujours simple, et on en revient au processus décisionnel européen un petit peu complexe, avec des strates différentes, avec des organisations différentes, puisque l'ESA est une organisation intergouvernementale, alors que l'Union européenne est une construction un petit peu particulière, mais avec une dimension supranationale aussi, qui est représentée par la Commission notamment. Et donc, il faut mettre un peu d'huile dans les rouages parfois pour faire fonctionner tout ça. Et dernier point, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que pour un pays comme la France, par exemple, qui a une agence spatiale nationale développée et importante, on peut se permettre d'avoir une certaine autonomie, on peut se permettre d'avoir des programmes nationaux, on peut se permettre de regarder ce jeu avec un peu plus de distance. Mais pour l'immense majorité des États européens, l'ESA, c'est leur agence nationale d'une certaine manière. Parce qu'ils n'ont pas d'agence nationale, ils n'ont pas de budget national, parce qu'ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas de masse critique nécessaire, ils n'ont pas d'industrie. Donc, tout leur argent va à l'agence spatiale européenne. Tout leur argent va à l'ESA. Et donc, il faut considérer aussi que l'ESA, pour certains États membres, c'est leur agence nationale. C'est essentiel. Voilà. Et donc, ça complexifie encore plus le processus de décision. OK. Alors, Guillaume Pénin, donc on voit ces deux acteurs. Donc, on a eu l'Agence spatiale européenne depuis 1975, ça va faire 50 ans. Ils étaient au centre du jeu en Europe et ils voient arriver tout à coup l'Union européenne qui se dit ouais, mais attendez, il y a des choses à faire. Et notamment, si je ne me trompe pas, l'Union européenne, elle a commencé à se dire il faut avoir un rôle avec Galileo en se disant nous, il y a quelque chose qui est le GPS. On a besoin d'avoir un GPS européen. On ne peut pas dépendre des Américains pour notre GPS. C'est bien ça qui s'est passé? Effectivement, et d'abord peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, alors schéma idéal, idéalisé, je pense aussi schéma très, très franco-français, effectivement, qu'on aime projeter. Nous, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que l'Eurospatiale s'est construite finalement, et c'est ce qu'on regrettait, parce que nous portons France. Quand vous dites nous, c'est qui? France. Ah, nous, la France, ok, d'accord. Nous, France, aimons porter une vision stratégique sur nos sujets. C'est un petit peu tout le discours que nous avons tenu jusqu'à présent. Ce n'est pas forcément ce type de discours que nos partenaires tiennent, ou en tout cas
pas au même niveau que nous souhaiterions qu'ils le tiennent. Une fois de plus, on projette peut-être un petit peu. Ouais. Quand Et on donc, dit nous, on a une visée stratégique et pas nos partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire une visée stratégique? Donnez-nous un exemple. Voilà, une visée stratégique, c'est notamment sur l'enjeu d'autonomie stratégique, ou les enjeux de souveraineté, ou les enjeux de sécurité et de défense sur lesquels peut-être nous reviendrons. Autant d'éléments qui sont peut-être pas les éléments premiers que mettront en avant nos partenaires, qui apprécieront peut-être davantage sous l'angle des retombées très concrètes, très industrielles, donc sous l'angle plutôt d'une politique industrielle. Tant qu'on a des choses qui fonctionnent, nos partenaires, beaucoup de nos partenaires sont contents, alors que les Français, eux, ils se disent, nous, il faut qu'on ait une autonomie, il faut qu'on ait une souveraineté vis-à-vis du spatial. Par exemple, quand on lance le lanceur, quand on crée le lanceur Ariane, et c'est la France qui a été beaucoup à la manœuvre, c'est aussi parce qu'on ne veut plus dépendre des moyens d'accès à l'espace américains. C'est une manière de marquer notre territoire, c'est une manière d'être indépendant. Nous, la façon dont on a pensé, c'est que si on veut avoir une politique spatiale digne de ce nom, authentique, on ne peut pas l'avoir sans un lanceur autonome en particulier, mais aussi d'autres éléments peut-être, qui fait qu'en réalité, on ne dépendra pas d'une partie tierce qui, au dernier moment, pourra nous dire « Non, ça, vous ne le faites pas parce que nous ne voulons pas. » Donc, nous voulons être maîtres de notre destin. Et ça s'est produit par le passé. Il faut le rappeler d'un mot quand même, avec un satellite, le premier satellite de télécommunications que l'Europe voulait lancer, et puis les Américains ont dit ouais, pas sûr. Alors, quoi. Absolument, ça fait partie de notre mythologie en tant qu'acteur et naissance d'un acteur donc sur la scène internationale. Donc, vous faites mention au satellite Symphonie franco-allemand, un des premiers satellites de télécommunications. À l'époque, nous n'avions pas de lanceur pour le mettre en orbite. Demande a été faite aux Américains qui nous ont dit oui, mais sous certaines conditions. Et vu que nous avions certains usages, en particulier commerciaux, en tête, et que les Américains estimaient que ça risquait de concurrencer certains autres projets qu'ils avaient de leur côté, en particulier à l'époque le système Intelsat, on a jugé finalement qu'il valait mieux lancer sans condition, et donc sur une base que nous maîtrisions entièrement, c'est-à-dire sur une base européenne, au sens européenne autonome. Alors, je vous ai interrompu. Donc, la France, on s'est dit, elle a plutôt des visées stratégiques. Et vous disiez, puis certains autres partenaires n'aiment plutôt pas. Et puis, on avait dit que l'Union européenne, elle était une espèce de force politique dans le domaine spatial et que l'Agence spatiale européenne, c'était peut-être un peu plus du côté technologie, technique, mise en œuvre concrète. Et vous dites, oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ça, Guillaume Pénin ? Alors, non, moi je dis que c'est un schéma que je peux partager personnellement, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble de nos partenaires le plaquent aussi sur leur réalité, compte tenu aussi de ce qu'a dit Christophe, savoir que pour certains de nos partenaires, l'Agence spatiale européenne est en réalité leur agence spatiale avant tout. Il faut savoir que l'Europe, et même s'il y a eu l'irruption de l'Union européenne comme acteur, c'est aussi, en réalité, c'est les États membres. Il y a une logique aussi intergouvernementale derrière la construction européenne qui doit demeurer, et les États membres doivent rester dans un certain contrôle. Il y a une comitologie sur l'ensemble de nos sujets qui fait que, in fine, les États membres restent dans la boucle. Ce qu'apporte l'Union européenne, ce qui est très intéressant en tout cas pour nous, c'est qu'elle apporte cette base politique aussi stable, sur laquelle pour le moment il y avait ce que nous n'avions pas, et en notre sens, et je crois tout à l'heure que le mot a été mentionné, a été lâché, si on veut être considéré comme une puissance spatiale, la puissance, il faut une base politique. Il faut une projection dans le temps, dans la durée, avec une vision, excusez-moi du terme, mais qui soit un petit peu positive et normative, à savoir qu'on met en avant aussi certaines valeurs. Et ça, il n'y a que l'échelon politique qui peut le porter. Et donc, l'Union européenne, vous mentionnez Galileo. Effectivement, je pense que Galileo a aussi servi, parce que, en dépit de certaines péripéties, Galileo, c'est aussi aujourd'hui un succès. Et je pense que ça légitime et ça crédibilise aussi l'Union européenne sur ce sujet, en tant qu'acteur politique qui projette, qui instille une dynamique et permet de consolider cette Europe spatiale auquel nous participons tous. Charlotte, je crois que ça t'avait inspiré cette idée des acteurs de l'espace dans l'Europe. Tu avais envie de nous en parler. J'avais pensé faire une petite énumération, j'étais en train de la peaufiner là. Peut-être si vous les laissez 2 minutes, d'ailleurs, je pourrais la peaufiner absolument. Peaufine, puisqu'on est dans l'improvisation, si vous me le permettez. Je reviens dans 2 petites minutes. Excellent. On est encore pendant 1 heure, tous ensemble. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter donc, on a ces 2 gros acteurs, l'Agence spatiale européenne, on a l'Union
européenne. Donc, on a bien vu que sur Galiléo, on avait une sorte d'arrangement où l'Union européenne a dit oui, il faut la créer. Et puis l'Agence spatiale européenne a dit très bien, moi je vais la créer d'une certaine manière, je vais la faire advenir, si je puis dire, d'un point de vue technique. Sur Copernicus, donc Copernicus, c'est aussi un programme de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'un mot, là, Christophe Venet, de Copernicus? Alors, Copernicus, c'est un programme absolument extraordinaire parce que c'est un programme unique au monde. Et je pense que ça renvoie aussi à ce qu'on disait tout au début de notre soirée sur le message particulier, disons la vision particulière que l'Europe peut porter dans le spatial. Pourquoi je dis ça? Parce que Copernicus, c'est tout simplement le plus grand programme au monde d'observation de la Terre à des fins notamment environnementales. Et on voit bien là qu'il y a une sensibilité qui est très prononcée au niveau politique en Europe, qui se traduit aussi dans nos programmes spatiaux. Ça ne veut pas dire que les autres puissances spatiales ne s'intéressent pas à l'environnement ou ne lancent pas des satellites d'observation de la Terre pour mieux comprendre l'environnement. Mais la particularité de Copernicus, c'est que c'est une constellation de plusieurs satellites. Alors, je ne sais plus combien il y en a en orbite, mais il doit y en avoir pas loin d'une dizaine, avec une perspective aussi de développement de plusieurs séries de satellites qui permettent de mesurer pratiquement toutes les variables, ce qu'on appelle les variables climatiques essentielles, observables depuis l'espace. Donc, un ensemble de satellites dédiés à l'observation de la Terre, surtout dans le domaine climatique, environnemental. Toute une suite de satellites, c'est pensé pour l'avenir, ils vont se renouveler et ils se complètent parfaitement bien, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, ça, c'est aussi la traduction d'une vision et d'une sensibilité particulière en Europe sur la question du climat et qui a existé très tôt, puisque finalement, le programme Copernicus a été lancé à la toute fin des années 90. Alors après, il y a eu des plans de développement qui sont ce qu'ils sont dans le domaine spatial, mais on a une vraie vision, je dirais, construite, avec une architecture extrêmement complète et des satellites qui se complètent bien aussi. On a des satellites optiques, ce qu'on appelle les satellites radars, infrarouges, et on peut observer la Terre avec une couverture absolument extraordinaire sur les questions climatiques. Charlotte, elle est partie. On ne la retiendra pas. Je me demandais quelle est la relation entre l'ESA et l'EUSPA en fait. Oui, alors l'USPA, tu nous rappelles ce que c'est alors? L'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial. L'avez-vous donc vécu, cet amour formidable entre la belle ESA et le USPA? L'avez-vous donc adoré, cette douceur exquise qui a pris par surprise ces oiseaux, ces héros? L'avez-vous donc acquise, l'expérience requise qui dit à la conquise de raviser sa mise? Car l'avez-vous donc connue, cette douleur déchirante qui ravage insolente un amour mal vécu? Je me demandais si c'est une bonne relation ou si il ne faut pas se marcher sur les pieds. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Entre l'ESA et l'USPA, effectivement, et l'Union européenne. On est au cœur des débats qu'on vient d'avoir. Merci beaucoup, Charlotte. Est-ce qu'on peut se poser la question du coup de qui donne l'impulsion là, dans cette Europe spatiale? La France, on peut l'imaginer, mais il y a l'Allemagne aussi. On a notamment l'insulaire qui nous demande, le couple franco-allemand est-il toujours le moteur de l'Europe spatiale ou est-ce une fiction? Il y a un patron dans la boutique ou... Christophe Venet. Ah, ça tombe sur moi alors. Bah ouais, là, quand même, le CNES, il faut que vous plantiez les plats. C'est à vous de répondre d'abord. Ensuite, on demandera. Alors, pour filer la métaphore des amours contrariés ou du couple turbulent, je dirais que la relation franco-allemande, c'est ça. C'est un couple qui va de crise en crise, mais qui ne peut pas se séparer. Pourquoi il ne peut pas se séparer? Parce que c'est un couple absolument essentiel pour que l'Europe spatiale fonctionne. Pour des raisons très simples. C'est les deux plus grandes puissances étatiques spatiales en Europe. C'est les deux pays qui ont la plus forte empreinte industrielle. Alors, il y a l'Italie aussi qui est présente, mais là, on entre dans des complexités de tango à trois qui sont un petit peu délicates. Mais en l'occurrence, sans la France et l'Allemagne, aucun grand projet européen ne peut se faire, que ce soit à l'ESA ou à l'Union européenne. Donc, d'une certaine manière,
la France et l'Allemagne sont condamnées à travailler ensemble, à coopérer. Et en même temps, vous le disiez, la France, clairement, donne l'impulsion. Alors, on a une vision toujours en France très, très assurée, très gaullienne. Hein. Finalement, on arrive, on sait, on connaît, puis les autres suivent. Ce n'est pas toujours vrai, notamment dans un contexte à 27 ou à 22. Mais pour autant, on est quand même la principale puissance spatiale européenne. Et on sent bien qu'il y a une rivalité, une compétition qui s'est installée depuis quelques années avec l'Allemagne, qui est d'ailleurs revendiquée par l'Allemagne. Hein. Quand on lit leur stratégie spatiale, les choses sont décrites de manière limpide, à la teutonne, très claire, c'est précis, c'est net. Ils disent on est numéro 2 dans le spatial, mais on ne compte pas le rester. Donc j'imagine qu'ils ne disent pas ça pour devenir numéro 3 ou numéro 4. Et donc forcément, ça pose un petit peu les termes du débat. Et donc on est dans une relation un petit peu compliquée où on doit s'entendre pour faire avancer l'Europe spatiale, et on y arrive. Mais c'est parfois pénible parce qu'il y a en sous-jacent cette rivalité qui est une rivalité industrielle, politique, institutionnelle, stratégique, commerciale. Il y a un Pénin là sur ce qui est le leadership. Et on a donc l'Allemagne qui est en train de dire nous, on ne veut pas rester second. Ils ont de l'ambition alors dans le spatial, les Allemands. Et si je ne me trompe pas, ils sont le premier contributeur au budget de l'Agence spatiale européenne. Alors après, il faudra voir comment on calcule cette contribution au budget de l'Agence spatiale européenne, mais peut-être Christophe pourra rebondir là-dessus. Mais effectivement, donc en réalité, effectivement, on voit l'Allemagne porter une ambition et ne plus se contenter d'être ce second rôle ou quelque part, pour le présenter encore autrement, une espèce de faire-valoir comme avait pu l'être dans le cadre de la construction de l'aérospatiale des premières décennies, et de les en particulier où il y avait des arrangements ou même une espèce de division du travail qui s'était instaurée entre la France et l'Allemagne. La France qui pouvait porter les sujets lanceurs, par exemple, l'Allemagne qui était à l'époque davantage portée sur le vol habité. Alors, vol habité, dans le cadre de la coopération avec les Américains, on en a parlé. On voit qu'aujourd'hui, cette division du travail vit peut-être ces derniers moments, ou en tout cas est en train d'évoluer vers quelque chose d'autre. L'Allemagne est évidemment très intéressée par le sujet lanceur sur lequel elle est prête à investir aussi à titre national. Et cette ambition allemande, en réalité, elle est tout azimut. Elle porte sur des applications, les télécoms, elle porte sur l'observation de la Terre, elle porte sur les sujets de défense et de sécurité. Ça fait partie d'un certain sens de l'histoire, ce qu'on éventuellement pourra regretter, mais c'est peut-être une problématique qu'on peut poser durant toute cette soirée. C'est comment faire en sorte d'avoir une politique spatiale européenne cohérente dans un contexte où finalement nous voyons émerger des expertises de part et d'autre qui se dupliquent les unes les autres, se répètent, cela peut se faire au détriment d'un ensemble qu'on pourrait vouloir être plus cohérent, plus harmonisé. Donc, ce n'est pas optimal. Si chacun fait les mêmes efforts et reproduit les mêmes choses, chacun dans son pays, on n'est pas en train de faire quelque chose de très rationnel, quoi. Effectivement, on pourra s'interroger sur la rationalité, ou en tout cas, on pourra aussi le comparer, si on fait une espèce de réflexion contrefactuelle. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on s'était mis d'accord depuis le début sur qui fait quoi, qui est sur ce créneau plutôt que sur tel autre, etc. C'est ça. On voit bien que si on laisse des domaines à l'autre, et puis qu'un jour, si on se fâche, eh ben, du coup… Alors, nous, on a un terme, ça s'appelle la dépendance mutuellement acceptée. Donc, effectivement, on accepte d'être dépendant d'un partenaire, mais un partenaire européen avec qui on a entièrement confiance. Nous sommes partis, vous savez, l'Union européenne, on appelait ça la communauté à une époque, donc c'est une famille. Donc, voilà, on accepte d'être dépendant. Effectivement, alors, des fois ça marche pas toujours. Ce que je pourrais préciser là aussi, pour revenir un petit peu sur votre question précédente, il y a le couple franco-allemand. Je pense qu'il faut aussi mettre en avant d'autres pays qui sont de plus en plus intéressés par l'espace, de plus en plus prêts à investir. Donc, dans le cadre de l'ESA, je pense que ces dernières années, on a vu par exemple le partenaire italien clairement arriver sur le devant de la scène. Sans doute aussi le Royaume-Uni peut-il être cité. Alors lui, avec la particularité qui est que depuis le Brexit, il n'est plus État membre de l'Union européenne. Mais d'autres États aussi, moi je pense aux Espagnols, on est dans une Europe, y compris au niveau des États membres, et on a beaucoup parlé de l'UE, beaucoup de l'ESA, mais au niveau des États membres, beaucoup de choses sont en train de se jouer aujourd'hui. Dans le contexte du New Space, mais aussi porté par la dynamique des enjeux de sécurité et de défense. Beaucoup d'investissements. Pour vous, l'espace, c'est bouillonnant, là. Je vous entends depuis le début, des envies d'investissement, des envies d'entrer dans une compétition, on veut plus de vols habités, l'Allemagne qui dit moi, je veux dépasser la France. Ça bouillonne, là. Il y a des envies, il y a un retour de l'espace. Christophe Venet, peut-être?
Alors, je sais pas si on peut, appeler ça un retour de l'espace. En tout cas, il y a deux choses qui me paraissent frappantes. D'abord, c'est plutôt une prise de conscience de l'espace. C'est plutôt ça, le premier point. C'est-à-dire que pour des États qui n'ont pas forcément d'histoire ou de tradition dans le spatial, et c'est le cas de la plupart de nos partenaires européens, ils se sont rendus compte progressivement au cours des dernières années que justement le spatial, ce n'était pas un luxe. Ce n'était pas simplement un secteur de niche qui permet à des ingénieurs de dépenser des milliards pour lancer des capsules vers d'autres systèmes solaires. Ce n'était pas des caprices de riches, en fait. Ce n'était pas simplement un instrument de prestige, mais c'est aussi un instrument d'aide à la décision publique, un instrument de soutien aux politiques publiques et surtout un instrument de développement économique. Et donc, cette prise de conscience, en fait, que investir dans le spatial, finalement, c'était rationnel, elle s'est faite assez récemment, alors à l'image de l'histoire du spatial, mais c'est au cours des 10 dernières années, et notamment en Europe, que cette prise de conscience a cru au sein des États membres. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je crois qu'il y a une question sur le sujet, c'est que le paysage spatial évolue assez vite et assez radicalement avec une double tendance, une émergence de plus en plus marquée de nombreux acteurs étatiques dans le monde, précisément parce qu'ils comprennent l'intérêt du spatial, et puis l'émergence aussi d'acteurs privés et de tout un pan du spatial qui devient commercial, alors que historiquement, le spatial, c'est par définition un secteur qui est dominé par la puissance publique, dans le financement, dans la recherche, dans le R&D. Dominé par la puissance publique, parce que ça coûte cher, c'est une industrie extraordinairement capitalistique, et puis ça ne rapporte pas forcément énormément d'argent. Initialement, le spatial, c'est quoi? C'est la science et la défense. Et donc la science et la défense, c'est généralement des sujets qui n'ont pas de débouchés commerciaux extrêmement larges. Alors c'est en train de changer. C'est en train de changer, voilà. Donc justement, on a Mixoclem qui vous dit, mais quelle est la place du New Space? Et puis on a Thierry71 qui vous dit aussi, est-ce que le New Space peut rebattre les cartes? Alors le New Space, il faut rappeler ce que c'est. Ce sont des nouveaux acteurs dans le domaine du spatial, souvent venus d'ailleurs du domaine plutôt du numérique. On pense bien sûr à Elon Musk avec SpaceX. Et puis, on pense aussi à Amazon, par exemple, qui a des visées dans ce domaine-là. Est-ce que, justement, quelle est la place de cette industrie? Vous voyez l'industrie prendre davantage de place en général, on le voit avec les États-Unis, mais en Europe aussi, il y a une idée de laisser la main à l'industrie davantage? Charlotte, je sens que tu es présente et que tu as des choses à nous dire. Ça y est, je suis prête. Ah bah allez, c'est parti. En Espagne, il y a l'INTA, en Italie, il y a l'Asie, au Portugal, le PSA, et en Pologne, le Polsa. Mais en Serbie, il y a le Serbspace, et en Angleterre, il y a l'UXA. En Suède, il y a NOSA, et en Norvège, le NRS. En France, il y a le CNES, et en Belgique, le BELSPO. Au Luxembourg, le LSA, et en Suisse, le SSO, et en Allemagne, le DLR. Ah ben voilà. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Alors, il était temps que tu chantes la chanson parce qu'on était en train de quitter justement tout à fait. Absolument, toutes ces agences. Mais tous ces noms, je ne sais pas si je les ai bien prononcés. Il faudrait vérifier ça. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Oui, Christophe Venet, Guillaume Pénin. Alors, est-ce qu'en Europe aussi, on a cette tendance à laisser davantage de place à l'industrie en se disant, peut-être que c'est à elle maintenant de jouer un rôle et puis qu'elle s'autofinance finalement, qu'elle ait des activités, qu'elle puisse gagner de l'argent dans certains domaines, du coup que ça s'autofinance et que ça ne vienne plus grever les budgets nationaux. Christophe Venet. J'y vais, je me lance. Allez. Je pense qu'il faut avoir une approche un peu mesurée de ce phénomène du New Space. Parce que c'est vrai qu'on a assisté à une commercialisation croissante, c'est-à-dire que la part des activités privées dans le spatial croît ces dernières années. Pour autant, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une activité dominée par des considérations étatiques. Et que donc le rôle de la puissance publique, il restera toujours fort
parce que malgré tout, il y a des enjeux stratégiques derrière. On parlait d'autonomie d'accès à l'espace, on parlait d'autonomie stratégique tout court en termes de défense notamment. Parce que malgré tout, même si les coûts ont tendance à baisser, ça représente quand même des coûts d'investissement, de R&D, de développement qui sont très, très importants et donc qui ne sont pas forcément toujours soutenables par le privé. Mais pour autant, une fois qu'on a fait cette remarque liminaire qui permet de rééquilibrer un peu les choses, c'est vrai qu'il y a un secteur commercial qui est foisonnant, notamment aux États-Unis, et qu'en Europe, il y a aussi une dynamique qui va dans ce sens, qui vise notamment à accompagner l'émergence de nouveaux acteurs qui peuvent capter de nouveaux marchés, notamment dans le domaine, ce qu'on appelle le domaine aval, c'est-à-dire l'utilisation des données spatiales et le fait de transformer ces données en services et en applications commerciales. Parce que le vrai potentiel économique du spatial, il se trouve dans le secteur aval, pas forcément dans ce qu'on appelle le secteur amont, qui est le secteur industriel, où les marchés sont quand même assez limités, mais dans le secteur aval, le secteur des services utilisant la donnée spatiale, il y a un potentiel énorme, et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont souvent des acteurs du numérique aux États-Unis qui ont été pionniers dans cette commercialisation, parce qu'ils ont importé des techniques commerciales, notamment, du domaine du numérique, pour les transposer dans le domaine spatial et finalement verticaliser des chaînes de valeur et permettre de développer toute une économie de l'aval. Donc en Europe, on est en train de mettre en place des mécanismes, notamment de soutien, d'aide. Alors, ça passe par du financement, ça passe par de l'aide à des développements de start-up. C'est le cas au CNES d'ailleurs, c'est le cas à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est le cas à l'Union européenne. Et on cherche à développer cet écosystème commercial et surtout à faire en sorte qu'on arrive aussi à prendre des parts de marché sur un marché qui est globalement dominé par les acteurs américains aujourd'hui. L'idée n'est pas de remplacer la puissance publique ou les États. L'idée est plutôt de tirer parti du potentiel économique de la donnée spatiale et du marché spatial pour permettre à un secteur de l'économie finalement de croître et donc de tirer aussi l'ensemble de l'économie derrière lui. Et ça commence à prendre avec des nouveaux acteurs qui émergent en Europe. Alors, il y a déjà des acteurs traditionnels, commerciaux, les grands acteurs industriels européens, Airbus, Thales, pour ne pas les nommer, existent depuis des décennies, sont très performants sur les marchés commerciaux. Et il y a des nouveaux acteurs qui émergent et qui proposent des services utilisant les données spatiales. Alors, vous suivez ça, c'est toutes ces petites startups, là, que notamment le CNES. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a eu 2 ou 3 là, qui vous intéressent, que vous suivez avec intérêt, de vous dire, ça c'est sympa, là, c'est prometteur. Vous pensez à quoi? C'est difficile de citer des noms. Par contre, on voit bien qu'il y a des marchés qui sont potentiellement porteurs. Il y a des marchés, par exemple, de surveillance maritime en utilisant des données qui peuvent être exploitées sur un plan commercial, des marchés de ce qu'on appelle le service. Attendez, surveillance maritime, parce que ça, c'est super abstrait. Qu'est-ce qu'on surveille? Des navires de pêche, des pétroliers? Par exemple, on peut surveiller. Mais ça, on ne le fait pas déjà? Si, on le fait déjà, mais justement, il y a des acteurs commerciaux qui sont positionnés là-dessus, mais on peut imaginer des acteurs qui proposent une couverture globale. Donc, on peut surveiller la pêche illégale, on peut surveiller les pollutions marines, on peut surveiller le trafic maritime, coopératif, non coopératif. Parmi les marchés porteurs, on a ce qu'on appelle, par exemple, le service en orbite. Donc, le concept, c'est par exemple de pouvoir effectuer, lancer des missions qui peuvent prolonger la durée de vie d'un satellite en orbite, en le rechargeant en combustible, en carburant, en effectuant éventuellement des réparations sur ce satellite. Et ça, parce que bien souvent, et ça on l'ignore, les satellites arrêtent de fonctionner, non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais tout simplement parce qu'ils n'ont plus à bord les ressources qui leur permettent de se maintenir en orbite. Donc, il faut du carburant, pour le dire. Alors, il y a deux choses. Si on pouvait les recharger, ce serait pas mal. Voilà, il y a deux choses. Faire le plein. Il y a deux choses. Il y a d'une part l'utilisation de combustible, notamment pour les satellites en orbite géostationnaire, parce qu'ils ont besoin de rééquilibrer leur trajectoire assez régulièrement pour rester sur leur orbite. Donc, au bout d'un moment, une durée de vie typiquement d'un satellite de télécommunication, c'est 10 à 15 ans. Et donc, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de carburant, on les met sur ce qu'on appelle des orbites cimetières. Donc, on utilise les dernières gouttes de carburant pour les envoyer sur les orbites cimetières pour éviter qu'ils ne polluent l'orbite géostationnaire. Mais il y a aussi des phénomènes d'usure, forcément. C'est un environnement qui est extrêmement dur, avec des radiations, avec des variations de température extrêmes, et donc les satellites, mécaniquement, au bout d'un moment, peuvent défaillir. Et donc, le service en orbite, potentiellement, c'est un marché qui peut permettre
de maintenir des durées de vie beaucoup plus longues pour des satellites ou de faire de ce qu'on appelle du refueling en orbite. Donc ça, c'est des marchés potentiellement prometteurs avec des sociétés qui se positionnent sur ces sujets-là. Pénin, il y a un bouillonnement là aussi avec ces petites startups. Vous suivez ça? Ça vous intéresse? Ah bien entendu. Je pense qu'effectivement, on est quand même, voilà, il faut garder, faut pas être excessif dans notre jugement. Je pense qu'on est toujours dans un secteur spatial qui reste dominé par la puissance publique, au sens où le secteur spatial, même s'il s'ouvre, et je pense que c'est ça la problématique ici, c'est une ouverture en réalité vers le reste, vers les autres activités humaines, vers le reste de la société. Même s'il s'ouvre, il n'est pas non plus une activité rentable au sens où on peut l'attendre sur d'autres activités, on va dire, commerciales ici sur Terre. Donc, il y aura toujours quelque part cette puissance publique qui demeure comme l'acteur principal, mais dont par contre les outils de soutien à son industrie pourront varier. En réalité, c'est aussi ça le New Space, c'est une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser aussi la relation entre l'acteur privé, l'acteur commercial et la puissance publique. Et du point de vue des puissances publiques, et je crois aussi qu'il faut avoir en tête, donc on parle beaucoup du New Space, mais néanmoins, ce que nous sommes témoins aujourd'hui, en réalité, c'est plutôt l'accélération des efforts des grandes puissances spatiales. Et c'est ça aussi que nous, Européens, devons avoir. L'augmentation des efforts des grandes puissances spatiales. L'accélération des efforts des grandes puissances spatiales. Et je pense que c'est ce que nous, Européens, devons aussi avoir en tête dès lors que nous sommes à nous questionner sur qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, etc. Lorsque nous voyons ce que Américains, donc on a mentionné la Lune, mais il y a tout un ensemble de choses qu'on pourrait également mentionner. Lorsqu'on voit ce que la Chine aussi met sur la table, il y a des vraies questions à se poser sur qu'est-ce que nous voulons faire, nous, Européens, pour rester un acteur demain. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions, vous, dans le chat, vous avez compris, on les prend en compte si vous avez envie. Peut-être on peut s'intéresser aux lanceurs, là, 2 minutes, parce que l'histoire n'avait pas démarré si bien. Si on regarde la première image, voilà, vous la connaissez peut-être, cette première image, c'est le lanceur Europa. Guillaume Pénin, c'est un mauvais souvenir là, pour l'Europe, ce lanceur Europa. Vous voulez nous rafraîchir la mémoire, ce qui s'est passé avec lui? Alors, Europa, effectivement, c'est la première tentative, on va dire, des Européens ensemble d'acquérir une capacité de lancement autonome, on va dire. Alors, Europa a une histoire. Alors, on laissera ce jugement peut-être aux historiens, mais on peut le voir aussi, voilà, peut-être de manière négative comme un premier échec, mais aussi peut-être le voir comme un échec en réalité utile qui nous a permis de faire notre phase d'apprentissage. Alors, rappelez-nous ce qui s'est passé là. Donc, un passage obligé vers Ariane. Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ensemble, qui se disent allez, on va faire un lanceur. En réalité, l'histoire est encore plus complexe. On est dans les années 70. Hein. Ce qui est intéressant, c'est dans les années 60, c'était l'époque où précisément la France n'était pas non plus l'acteur dominant de l'Europe spatiale naissante. En réalité, l'acteur dominant de l'époque, c'était le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni est venu vers les Européens avec une super idée, c'est j'ai un missile disponible, je veux en faire un lanceur, est-ce que vous êtes prêts dans cette aventure? Donc, c'est ainsi que la première organisation spatiale européenne est née, autour des lanceurs, autour des usages gouvernementaux. Donc, elle s'appelait l'ELDO pour reprendre l'acronyme anglais. Et l'ELDO a essayé donc de bâtir cette compétence à partir d'un lanceur Europa. Donc, le premier étage était britannique, c'était le missile Blue Streak. Le second étage était français, le troisième étage était allemand de mémoire. Alors, effectivement, moi, je trouve que Europa, c'est aussi une superbe allégorie de ce que c'est l'Europe spatiale, à savoir est-ce que c'est simplement, ou est-ce que ça doit être simplement une juxtaposition, un empilement d'intérêts nationaux les uns sur les autres, sans véritable cohérence. 3 étages qui ont été construits indépendamment et qu'on a mis les uns au-dessus des autres. Qu'on a mis les uns sur les autres sans véritablement penser l'intégration. Enfin, je pense que c'est là où il y a un petit apprentissage. Et en réalité, Ariane, les choses ont été faites différemment puisque l'intégration a été réalisée sous maîtrise d'œuvre du CNES. Donc, on voit qu'on était sur un modèle un peu différent. Mais dès l'époque, c'était plutôt un empilement, une juxtaposition d'intérêts. Bon, ça a donné le résultat que ça a donné. Donc, ça a donné quel résultat? Racontez-nous. Ça n'a donné rien du tout. Ça a donné des échecs à répétition. Européens, des échecs à diminution. En réalité, on n'a pas dépassé les quelques tests. Parce que même le troisième étage n'a jamais été véritablement intégré aux 2 précédents. Je crois qu'il y a eu quelques liaisons entre le premier et le deuxième qui ont été réalisées. On l'a tiré, le lanceur européen, je ne suis pas sûr. C'est resté sur le papier ou dans les hangars. Là, on voit l'image. D'accord, on voit l'image. D'accord. Voilà, il y a Europe 2 et Europe 3. Il y a Europa 2 et Europa 3. C'est encore plus compliqué, comme je le disisais. Europa 2, c'est fait. On ne l'a pas surnommé le sous-marin parce que c'est plouf. Il me semble qu'on l'a surnommé comme ça.
Mais dans Europa 1, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un échec au lancement, mais peut-être les auditeurs me corrigeront. Europa 2 et Europa 3, par contre, a une histoire là aussi un peu différente, puisque alors même si on a essayé de faire sans les Britanniques et avec des logiques un peu différentes, on n'y est pas non plus réussi. Et en réalité, c'est ce qui a donné naissance à Ariane. Bon, on a Lionel Suchet qui nous laisse un petit mot et qu'on salue. Il était là lors d'un précédent Mardi de l'espace, donc le numéro 2 du CNES qui nous écoute. Bonjour à vous, Lionel. Alors, Christophe Venet, donc Europa, ça ne marche pas, parce que finalement, il manquait un architecte d'ensemble. Il fallait que quelqu'un prenne le lead. Il disait, on va se mettre tous d'accord, on va avoir une architecture commune, on va tous réfléchir ensemble, et puis effectivement, on va faire des petits bouts, mais qui auront été conçus ensemble, quoi. C'est ça l'idée? C'est ça, et c'est là que le CNES est arrivé sur son cheval blanc, et comme le disait Sylvain Guillem, a joué ce rôle d'intégrateur, de planificateur, de maître d'œuvre de l'ensemble, et on a conçu un lanceur qui était conçu dès le début de manière intégrée. Est-ce qu'on peut le voir? Je me permets de vous interrompre. Est-ce qu'on peut le voir? Donc, c'est l'image numéro 2. Et ça, c'est le premier lancement d'Ariane 1, 2 jours. Et donc, c'était un jour de Noël dans les années. Jour de Noël 1979. 79, voilà, c'est ça. Voilà, 79. Donc, on voit aussi que le développement s'est fait de manière assez rapide, puisque les échecs d'Europa, ça a commencé à la fin des années 60 et ça s'est prolongé dans les années 70. Donc, on a pris des décisions. On a été capable, ensemble, au niveau européen, d'agir extrêmement rapidement. Et ça a donné lieu à cette formidable success story qu'est Ariane, avec toute la lignée des lanceurs d'Ariane 1 jusqu'à Ariane 5 aujourd'hui et très bientôt Ariane 6. Succès non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan commercial. Et en fait, je dirais le caractère innovant de l'initiative, c'est qu'on a aussi inventé un marché commercial. Donc, on parle de New Space aujourd'hui, mais vous voyez bien que l'Europe a aussi été précurseur, et le CNES en particulier, dès les années 80 pour développer des nouveaux marchés commerciaux. Et l'idée derrière Ariane, ça a été de dire le marché institutionnel européen, finalement, est assez limité, parce qu'on doit lancer quelques satellites institutionnels, mais par rapport aux Américains, aux Soviétiques à l'époque, on lançait quelques satellites par an, alors qu'on lançait parfois des centaines. Et donc, développer un lanceur juste pour lancer 3 satellites par an, ça paraissait un peu compliqué. Et donc, on s'est dit, on va créer un marché commercial et proposer notre satellite Ariane sur un marché à des acteurs privés pour lancer notre lanceur Ariane, oui. Notre lanceur, pardon. Ouais. Et donc, on a finalement inventé le marché des lancements commerciaux en Europe. Et ce qui prouve bien, une fois de plus, qu'on a une capacité en Europe aussi à innover, à créer, à aller de l'avant et à être pionnier. Et donc, cette complexité européenne, elle peut aussi engendrer des très, très belles histoires. Et Ariane, c'est la plus belle histoire, l'une des plus belles histoires de l'Europe spatiale. C'est sûr. On a L3G33K qui est à la manœuvre là dans le chat et qui nous informe en nous disant que concernant Europa, les 5 premiers tests du premier étage ont été un succès. Les tirs suivants ont tous fini en désassemblage rapide imprévu. Boum. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Voilà, ça c'était pour Ariane. Alors, est-ce qu'on peut passer à Ariane 6 quand même? On va voir l'image numéro 3. On a un petit résumé là sur Ariane 6 avec les pays qui participent. On a la puissance, la hauteur. Hein. C'est le portique qui fait 100 mètres de haut. On va avoir 2 versions pour ce lanceur Ariane 6 avec une performance en orbite de transfert géostationnaire, donc pour envoyer un satellite en orbite géostationnaire, soit 5 tonnes, on peut envoyer 5 tonnes dans cette orbite de transfert, soit 10,5 tonnes avec un lanceur soit de 500 tonnes, soit de 835 tonnes. Bon, tout ça est absolument considérable, impressionnant. Le lanceur lui-même va faire 70 mètres de haut. C'est 20 mètres de plus que Ariane 5, d'ailleurs, qui était plus trapu, hein, plus costaud. Là, on est plus long, plus effilé, avec un diamètre moins important. Alors, Ariane 6, Guillaume Pénin, comment est-ce que vous le voyez? On a besoin de souveraineté dans l'accès à l'espace. Tiens, il y avait une question d'ailleurs d'une des personnes qui nous suit, qui nous dit, attendez, qu'est-ce que c'est B12J qui vous pose la question et qui vous dit, attendez, pourquoi est-ce qu'on cherche tant cette indépendance pour l'accès à l'espace, alors que les coopérations avec les Américains sont de plus en plus nombreuses? Non, on veut de la souveraineté, c'est ça, Guillaume Pénin?
Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus voir l'autonomie ou la souveraineté, quel que soit le nom qu'on lui prête. On ne va pas ici rentrer dans des savantes discussions sur les définitions, mais pas forcément comme un absolu. Les États-Unis, et bon, j'ai aussi une autre casquette, et ils sont effectivement un partenaire de premier plan avec lesquels nous travaillons beaucoup et qui nous aide aussi, on va dire, à monter en puissance. Néanmoins, comme je le répétais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure et comme on a eu l'occasion d'en discuter, si on veut véritablement être une puissance spatiale et une puissance spatiale se projetant, on va dire, dans la durée, eh bien, à partir du moment où il faut avoir des briques autonomes sur lesquelles nous avons un contrôle, on va dire, satisfaisant. Une fois de plus, c'est une question de seuil, hein. L'Allemagne aura peut-être une compréhension un peu différente de ce que nous, France, aurons derrière cette idée d'autonomie. Mais en tout cas, il n'y a pas de politique spatiale sans base autonome de ce point de vue-là. Moi, en regardant les images, ce sur quoi aussi on peut se pencher, c'est la version 6.2, finalement, c'est aussi cette version-là qui pourra occuper le créneau laissé vide par Soyuz, hein, nous en parlions tout à l'heure. 6.2, c'est la petite Ariane 6. Hein. Exactement. Avec 2 boosters, alors que ce qu'on appelle la 6.4, c'est avec 4 boosters à la base. Et je pense qu'avec Ariane 6, c'est pas seulement essayer de répondre au New Space ou essayer de répondre à une compétition qui s'accélère, c'est aussi tenter de nouvelles choses en Europe. On va dire qu'il y a Ariane 6, voilà, il y a une dimension technologique et industrielle, mais c'est aussi un test politique. Je pense qu'on essaye de bâtir là une aérospatiale qui sera aussi un peu plus efficace, une aérospatiale qui sera capable aussi de prendre des opportunités. On parle de lancement des constellations dans le cadre du New Space. Ariane 6 sera sans doute très adapté pour ce genre de lancement, en particulier en grappe. On peut parler aussi de préférence européenne. Sans doute Ariane 6 sera un magnifique sujet sur lequel on pourra essayer de progresser sur ce sujet à travers l'ensemble des acteurs que nous avons mentionnés ce soir. Ariane 6, Christophe Venet. Oui, je pense que Guillaume a très bien résumé la situation. C'est vraiment le lanceur du futur européen, le lanceur du futur pour l'Europe, avec à la fois une forme de continuité par rapport à Ariane 5, puisqu'on s'appuie sur l'héritage, notamment de fiabilité absolument extraordinaire d'Ariane 5, on s'appuie sur des technologies éprouvées dans Ariane 5, mais aussi avec une forme d'innovation extrêmement forte, puisqu'il y a eu des innovations sur le plan technique, mais qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait. C'est-à-dire que l'idée, c'était plutôt de simplifier le lanceur au maximum pour qu'on ait un lanceur qui soit efficace, fiable, et en même temps pas cher et peu onéreux. Et ça, c'est une prouesse qu'il faut saluer, et qui est presque une prouesse plus importante que celle de faire le lanceur qui serait le plus performant du point de vue technologique, le bijou technologique absolu. Et donc, on voit bien aussi que c'est ça, sur le plan des performances, il n'est pas plus performant que Ariane 5, mais il est plus simple à mettre en œuvre. Il est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Il est beaucoup moins cher déjà. Il est plus simple à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de commonalités aussi. C'est pensé comme je dirais que l'organisation industrielle de fabrication du lanceur a été pensée dès le début du développement du programme pour être la plus rationnelle possible. Donc, il y a par exemple beaucoup de commonalités entre le programme Ariane 6 et le programme Vega, qui est le programme du petit lanceur qu'on qualifie de lanceur italien parce qu'il est principalement fabriqué par l'industrie italienne, mais qui est un lanceur européen. Et donc, il y a les boosters qui sont utilisés pour Ariane 6, c'est-à-dire les petits tubes que vous voyez sur le côté du corps central, constituent en fait le corps central de Vega. Donc, toutes ces commonalités-là, sur le plan industriel, la simplification de l'organisation industrielle, c'est ce que disait Guillaume, hein, parce que il faut savoir qu'en Europe, pour mener un projet dans le cadre de l'ESA, il faut agglomérer toute une série d'États membres pour justement arriver à cette masse critique, notamment budgétaire. Et il faut aussi agglomérer des compétences industrielles qui viennent d'un peu partout. Donc, au bout d'un moment, on arrive à des limites de complexité qui ont un impact extrêmement fort sur les coûts et sur l'organisation industrielle. Sur Ariane 6, on a rationalisé au maximum cette organisation-là. Et donc, c'est vraiment un lanceur qui témoigne, je dirais, du tournant qui a été pris et qui est en train d'être pris par l'Europe spatiale et qui doit fédérer tous les États derrière lui. Bon, c'est une belle histoire que cette Ariane 6, mais alors on le lance quand finalement? Il est plus cher que prévu, il arrive plus tard que prévu. Vous me direz, dans l'espace, c'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Hein.
Oui, moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus que ça à dire. Je ne connais pas un seul programme spatial qui ait été lancé dans les temps et dans les coûts. Alors il doit y en avoir, évidemment, il y a toujours des exceptions à la règle. Mais de manière générale, on est sur des développements qui sont tellement complexes que le fait de ne pas tenir le planning indicatif initial tel qu'il est envisagé ou le coût initial tel qu'il est envisagé, c'est extrêmement courant dans le spatial. Et dans le cas d'Ariane 6, on est plutôt dans la courbe basse d'ailleurs des marges, que ce soit en termes de planning ou budgétaire. Donc, on arrive au bout du développement et la fusée sera lancée dans les tout prochains mois. OK. Voilà, il y a le geek qui vous signale qu'il y a un dicton qui dit Space is hard, l'espace, c'est difficile. On dit aussi Space is special, l'espace, c'est spécial. Hein. C'est pas comme n'importe quelle industrie. Hein. On dit souvent ça. Alors, il y a plein de sujets dont on a encore envie de parler, évidemment, mais il y en a un dont on n'a pas encore parlé. C'est un beau projet, tout à fait intéressant, innovant. Là, encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est ce qu'on appelait la constellation européenne. Alors, je vais retrouver son titre exact. De quoi est-ce qu'il s'agit au juste, Guillaume Pénin? C'est Thierry Breton, là. D'ailleurs, on peut voir l'image numéro 10 qui souhaite la lancer. Alors, parce qu'il n'y a pas d'image de cette constellation encore, moi, je n'en ai pas trouvé en tout cas. Voilà, donc on l'appelle la constellation Breton. C'est le commissaire européen dont dépend les sujets spatiaux qui a fait cette déclaration. De quoi est-ce qu'il s'agit, cette constellation? Alors effectivement, on l'appelle la constellation Breton, mais de manière très informelle. L'intitulé exact est constellation de collectivité sécurisée, qui est une nouvelle initiative. Donc on a beaucoup parlé tout à l'heure, ce soir, des programmes de l'UE qui étaient Galileo, qui était Copernicus et le succès dont il témoignait. Là, nous sommes avec une nouvelle initiative de la part de l'Union européenne qui vise à déployer une constellation de télécommunications, pour faire court aussi un petit peu, même si elle pourrait devenir beaucoup plus que ça, dans un contexte où, et là aussi on a un petit peu touché du doigt le sujet, où tout un ensemble de pays, tout un ensemble d'acteurs dans le monde se lancent dans une espèce de course, c'est peut-être le terme qu'on peut mentionner, une course aux orbites, une course aux ressources orbitales à base de constellations, voire de méga-constellations. Donc nous avons des projets très connus, emblématiques, comme celui de Starlink, importé par Elon Musk, qui était déjà à l'initiative de SpaceX. Nous avons Amazon qui a un projet similaire, du même type. Donc là, on parle carrément de dizaines de milliers, voire encore davantage. De satellites absolument en orbite basse. C'est des chiffres qui donnent totalement le vertige et qui indiquent là aussi que nous sommes en passe, alors à voir si ça se concrétisera, mais on est en passe de changer d'époque quand même en termes du nombre d'acteurs et d'objets là-haut. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui peut-être à 5 000, 6 000. D'ici quelques années, vous voyez les chiffres qu'on a mentionnés, on explose la population en orbite et on va vers une espèce de quelque part aussi de saturation. En tout cas, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point, combien d'acteurs peut-on mettre là-haut sans que ça pose des difficultés de coordination, voire de gestion du trafic. Constellation de connectivité sécurisée. Et donc, ce qui est intéressant avec cette initiative, et je pense qu'on voit là sous nos yeux la dernière mue, finalement, la dernière transformation de l'Europe spatiale, qui s'avance aussi vers des sujets de sécurité et de défense de manière un peu plus assumée que par le passé. On a beaucoup parlé du vol habité comme étant un des parents pauvres de cette Europe spatiale. Je pense que le spatial de défense est aussi un parent pauvre. Et jusqu'à présent, c'était un sujet sous-investi par la coopération européenne. Donc, c'est en train de changer. Nous avons des marques d'intérêt de plus en plus fortes et de plus en plus prononcées de la part des États membres. Et nous avons aussi des acteurs comme l'Union européenne, comme la Commission, qui voient un sujet d'avenir et un sujet très concret et tangible aussi pour les citoyens européens. Lorsqu'on voit ce qui se passe en Ukraine, là aussi, on peut penser qu'une infrastructure de type constellation serait très intéressante pour nous autres Européens et que peut-être serait-ce quelque chose que nous aurions pu mettre en avant aussi pour davantage appuyer et finalement pallier certaines vulnérabilités. Donc aller vers davantage de résilience. Donc ce projet, pour le moment, il est à l'état de papier. En réalité, c'est une vision. Donc cette vision, un certain nombre d'États membres la soutiennent, mais elle fait encore l'objet de discussions. Et
et ainsi de consultation industrielle, parce qu'évidemment, l'industrie est impliquée dans le processus. Ils vont mettre de l'argent dedans. Hein. Si ça se fait, on va demander de l'argent. Donc, on parle de 6 milliards d'euros, si je me trompe pas. Le nerf de la guerre, ne l'oublions pas, effectivement. Ouais. Il y a une partie donc, financement. Ça coûterait environ 6 milliards d'euros, si j'ai bien compris, et ce serait quelque chose comme 2 milliards d'euros ce sont les chiffres évoqués qui seront associés à une gouvernance un peu particulière, puisque l'idée est de se partager un petit peu le financement entre, d'une part, la Commission, d'autre part, l'industrie, et pour le troisième tiers, d'une certaine manière, les États membres. Donc là aussi, il y aura sans doute des discussions liées à comment mettre tout cela en œuvre, mettre tout cela en branle d'un point de vue gouvernance, en plus du financement. Donc, une fois de plus, c'est une vision. L'idée est d'aller vite, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, on voit les grands acteurs américains, chinois, voire d'autres, aller très vite sur le sujet. Est-ce qu'il y aura encore de la place pour nous dans 10 ans? Ce n'est pas très sûr. Attendez, parce que c'est ça l'idée, Guillaume Pénin, c'est qu'il faut réserver sa place? Je pense qu'il y a… L'une des idées, c'est d'abord, c'est utile, c'est important, c'est nécessaire. On le voit en Ukraine, quand les infrastructures au sol sont détruites, quand il n'y a plus d'antenne relais, on ne peut plus téléphoner, on ne peut plus guider ces missiles, etc. Et là, si on avait cette espèce de constellation de communication, on pourrait continuer à s'appeler, on pourrait toujours avoir des télécommunications. Et il faut réserver, ça c'est le premier intérêt, mais aussi il faut réserver sa place, quoi. Il faut y être parce que sinon, on va nous la chipper, l'orbite, c'est ça? Donc, effectivement, on parlait de vision stratégique. Je pense que ça fait partie du sujet. Si l'Europe, une fois de plus, veut être un acteur demain et pas rester spectateur un petit peu passif des exploits des autres, la question se pose du foncier. Comment être présent toujours là-haut? Et puis, il y a peut-être aussi une vision géopolitique. Et j'entends la musique, donc je vais me taire 2 secondes. Alors, on va terminer. On va écouter Charlotte. Je voulais faire en fait une petite métaphore entre le CNES, l'ESA et le rugby sur un air de Claude Nougaro, une chanson qui s'appelle Armstrong. C'est un personnage qui n'est pas inconnu du spatial. Le CNES est meneur de jeu dans l'équipe de l'ESA. Distribue le ballon comme mon ami Dupont. Après la mêlée, elle marque de superbes essais. Elle est, ma foi, la reine du championnat. La 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 la. J'ai voulu vous chanter une petite métaphore entre le CNES et un sport que j'adore. Qu'on adore à Toulouse, hein, et on entend Toulouse qui chante dans ta voix, Charlotte. Super, merci beaucoup. Oui, alors on termine sur ce sujet-là. Guillaume Pénin, vous vouliez terminer éventuellement? Oui, j'ajoutais peut-être, donc, il y a des intérêts très concrets et tangibles qui sont sécurité de défense, comme on l'a mentionné un petit peu, qui seront aussi peut-être plus larges, parce qu'en réalité, nous visons aussi, à travers cette constellation, nous, Européens, à investir peut-être un nouveau marché qui sera créé. Et puis, il y a cette vision stratégique qui est finalement d'être présent là-haut, quelle que soit la forme que ça prendra, mais de rester un acteur spatial. Et peut-être une vision géopolitique pour revenir sur Terre, où cette constellation, on pourrait la mettre en avant dans le cadre d'une vision politique. Donc, je sais que la Commission, et c'était repris juste précisément dans le discours du président de la République de février à Toulouse, on peut le porter dans le cadre d'un partenariat avec l'Afrique, par exemple, puisque c'est un continent aujourd'hui sur lequel qu'on peut penser comme une zone blanche du point de vue de la connectivité. Donc, on pourrait emmener l'Afrique dans ce programme, Christophe Venet. Et alors d'abord, est-ce que ça va se faire? Est-ce que la France est pour? 6 milliards d'euros, combien de satellites? Vous avez ça en tête? Ça, on n'a aucune idée de l'architecture finale que ça pourrait avoir, parce que les constellations, ça peut varier du simple au centuple, voire parfois même des facteurs supplémentaires. Moi, il me semble que l'intérêt de cette constellation, c'est que c'est l'illustration exactement de ce qu'on se disait tout à l'heure sur le nouveau paradigme de New Space est tempéré quand même d'un point important et constant des acteurs publics.
Parce qu'en gros, dans cette constellation, on a deux pôles. On a un pôle plutôt souverain, c'est de fournir un service notamment au gouvernement, notamment sur le plan des applications de défense. Et donc là, ça rejoint tout ce que disait Guillaume sur l'autonomie stratégique, sur le rôle de l'Europe, mais aussi sur le rôle des États et de la puissance publique qui reste importante, d'où la partie de financement public aussi. Mais on a un deuxième pôle qui est un pôle beaucoup plus commercial, avec un marché potentiel qui est absolument gigantesque, de connectivité globale, qui suscite d'ailleurs l'intérêt d'acteurs privés européens, et d'acteurs privés européens à la fois traditionnels, historiques, entre guillemets, que ce soit d'ailleurs des industriels, des manufacturiers ou des opérateurs, mais aussi d'acteurs de ce qu'on qualifie de New Space. Et donc finalement, la constellation, c'est un peu la synthèse de ce qu'on sait faire de mieux en Europe sur le plan institutionnel et sur le plan commercial. Et ça peut être un formidable catalyseur aussi pour le New Space à l'européenne et pour le développement d'un nouveau secteur. Donc, la forme concrète que ça prendra, pour l'instant, objectivement, on n'en sait rien parce que ça dépend d'un certain nombre de variables, ça dépend des applications qu'on souhaiterait mettre sur ces satellites, ça dépend des orbites qu'on choisirait, ça dépend de plein de paramètres, ça dépend du budget final qu'on pourra obtenir, à la fois côté public et côté privé. Donc c'est encore incertain. Mais ce qui est certain, c'est que ça place l'Europe sur un sujet porteur, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan commercial. Donc, il faut absolument y aller. Et vous le disiez tout à l'heure, il faut occuper le terrain, oui, parce que contrairement à ce qu'on peut spontanément penser, eh bien, il y a des ressources rares dans l'espace. Les orbites en sont une, les orbites qui sont de plus en plus encombrées. Donc, ça va être matériellement et mécaniquement plus compliqué d'envoyer des vastes constellations. Mais on a aussi besoin de fréquences pour faire des constellations. Et les fréquences, par définition, sont des ressources rares parce que le spectre n'est pas illimité. Et à partir du moment où toutes les fréquences sont occupées, il n'y a plus de place pour les suivantes. Donc, on estime qu'à terme, il y aura de la place peut-être pour 2, 3, 4 grosses constellations sur le plan mondial. Donc, quand on sait que les Américains ont déjà lancé une deuxième en projet avancé, que les Chinois ont des projets aussi, il faut se positionner rapidement et c'est pour ça qu'il faut que l'Europe avance vite sur ce sujet. Et pour répondre à votre question, c'est typiquement un projet qui a été soutenu et poussé par la France, malgré les incertitudes dont on parlait sur l'architecture, sur le budget, sur le marché, parce qu'il y a une vision politique derrière. Et parce que ça correspond finalement très bien à la vision stratégique que nous, Français, on peut avoir du spatial, c'est-à-dire tracer une ligne, tracer une voie politique, et ensuite faire en sorte que les choses se fassent. Ça a été le cas pour Ariane, pour les lanceurs, ça a été le cas pour l'observation de la Terre, parce qu'on a évoqué Copernicus, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le programme d'observation de la Terre, Copernicus, doit beaucoup aux efforts qui ont été entrepris, notamment par le CNES et par la France dans les années 80 pour développer l'observation de la Terre, aussi sur le plan commercial, mais à des fins scientifiques. Et donc, on a toujours un peu cette vision de précurseur. Et pour nous, Français, l'Europe spatiale, et notamment l'Union européenne, doit jouer ce rôle-là. Être un précurseur, tracer une voie politique, une voie stratégique qui permet de tirer ensuite toute la filière vers le haut. Et la constellation est une formidable locomotive. Bon, écoutez, on va regarder se développer cela. Alors, on va bientôt se quitter dans quelques minutes. Guillaume Pénin, on n'a pas parlé beaucoup de défense, et justement dans le chat, on vous dit qu'est-ce qu'il en est de l'Europe de la défense spatiale. C'est Volant BZH qui vous pose la question. Il faut en dire un mot quand même, parce que c'est votre sujet de prédilection. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de grand programme de défense au niveau spatial, au niveau européen, avec des dizaines de pays. Non, c'est plutôt un État comme la France qui a des envies, qui fait de l'écoute électromagnétique, qui a des systèmes pour faire de l'observation dans l'optique, dans le radar ou que sais-je, et puis qui dit, voilà, les Espagnols venaient, les Suédois venaient, un peu de Suisse, etc. C'est un peu comme ça que ça se fait. Tout à fait. Alors, effectivement, je pense que sur le spatial de défense, on a arrêté 2 caractéristiques s'agissant de la coopération européenne dans ce domaine. Un sous-investissement chronique, tout d'abord. Mis à part la France que vous avez mentionné, rares sont les partenaires qui font un effort comparable, même si effectivement, et je le mentionnais tout à l'heure, les choses commencent à changer. Et on voit que le spatial, dans ses dimensions civiles, comme commerciales, comme de défense, est de plus en plus attractif pour nos voisins. Et la deuxième chose,
c'est qu'elle s'est caractérisée par une coopération très limitée et en réalité surtout pragmatique, avec, pour des raisons assez simples, il y avait des positions très fortes acquises par certains États, dont la France. Il y avait donc une prééminence qui pouvait être gênante pour certains. Il y avait des impératifs de souveraineté avec leurs enjeux industriels et technologiques associés. Et il y a aussi, et ça dans le monde militaire c'est très important, c'est le souci avant tout de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est faire en sorte que les systèmes se parlent, mais ce n'est pas vraiment non plus faire des systèmes ensemble. Et finalement, alors cette interopérabilité a donné naissance à une magnifique coopération dans des cadres ad hoc, donc en parallèle de tout ce que nous venons de mentionner, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral. France, nous avons de magnifiques échanges capacitaires avec l'Italie, avec l'Allemagne, où nous échangeons nos ressources provenant de nos satellites optiques, et en échange, nous recevons des images radar, qui sont leur spécialité. Mais il se trouve que, au-delà de ces quelques exemples, eh bien, il est très rare de trouver des satellites qui, au contraire, sont faits ensemble, même si quelques exemples peuvent être cités. Donc, l'Italie fait partie des partenaires avec qui nous avons des satellites joints. Donc ça, c'est ce qui se passe, on va dire, en parallèle, en marge de tous des efforts communautaires dont nous avons fait mention. Mais il se trouve que l'UE aussi, et je le disais tout à l'heure, a fait sa mue, a envie de davantage s'investir dans ce domaine-là. C'est pour ça que maintenant, nous avons un commissaire qui, en réalité, vient surplomber une nouvelle direction générale au sein de la bureaucratie bruxelloise, qui est en charge donc des industries de défense et de l'espace. Et c'est pour ça que nous avons des nouvelles initiatives avec une dimension sécuritaire très importante. Nous avons parlé de la constellation. Et c'est pour ça aussi qu'en parallèle de tout ça, parce qu'il faut aussi ne pas oublier cet effort-là, nous avons une Europe de la défense qui commence à se structurer. Donc là, il y a un petit peu d'argent qui a été mis sur la table, 8 milliards, avec des projets qui concernent tout et beaucoup de choses, mais aussi un petit peu d'espace. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est comment mettre en cohérence tous ces efforts-là qui sont un petit peu dispersés. Et c'est pour ça que l'effort, on va dire, au niveau stratégique du moment, c'est la rédaction et la promotion d'une communication qui portera sur une stratégie spatiale de sécurité et de défense de l'Union européenne, dont j'espère que nous aurons des nouvelles d'ici la fin de l'année. J'ai l'impression qu'au terme de ce mardi de l'espace, on a bien compris quand même à quel point c'était absolument capital que la France et puis tous les autres pays se mettent ensemble, finalement rassemblent leurs forces. C'est plus compliqué, mais on est plus fort à la fin quand on y arrive. On arrive à faire des choses extraordinaires comme Ariane, et aucun pays n'aurait pu faire quelque chose comme d'aussi compliqué et cher, hein, finalement, qu'un lanceur Ariane, par exemple, et puis tous les autres projets, cette constellation-là qui risque d'être absolument très importante au niveau industriel, du point de vue stratégique. Et puis, si on peut amener des pays africains pour les faire partager, pour les faire entrer dans cette aventure spatiale et puis augmenter la coopération aussi avec eux. Enfin, on voit bien qu'il y a des projets extrêmement forts et importants, et puis que cette Europe ne demande qu'à se construire finalement. Alors ça, c'était le volet. Voilà. Alors merci en tout cas infiniment à vous, Christophe Venet, et à vous, Guillaume Pénin, pour vos interventions extrêmement éclairantes. On a, à la fin de cet événement, on a une petite chose quand même à faire, c'est les 10 ans des Mardis de l'espace qu'on a envie de fêter tous ensemble. Et on a avec nous, alors il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées côté CNES, qui se sont occupées. Il y a eu Marie-Claude Siron qui a créé l'événement, il y a eu Jean-Gabriel Paris, Eric Fayal, puis maintenant il y a Lisiane Soulmy qui est là. Bonjour Lisiane. Bonjour. Alors Lisiane, toi tu es au CNES depuis pas mal de temps, et puis maintenant tu arrives à la direction de la communication, et ça y est maintenant, tu t'occupes des Mardis de l'espace. Donc voilà, il y a toujours quelqu'un au CNES côté communication qui est là. Alors tu viens avec une très bonne nouvelle pour la suite des Mardis alors. Tout à fait. Pour les adeptes, donc une bonne nouvelle à vous faire part. Donc, je souhaite vous informer que la saison va reprendre dès octobre prochain, donc en présentiel.
Donc, bien sûr, en fonction de la situation sanitaire, mais normalement, ça s'améliore. Hein. En Donc, présentiel, ça veut dire qu'on va pouvoir se serrer la main, tout qu'on à va fait. qu'on va pouvoir boire des coups ensemble et pas juste se regarder avec un Non. verre. Non, non, on va prendre des bières, on va entendre le bruit des fourchettes encore, les gens qui demandent oui, moi je voudrais un steak frites, etc. Tout ça, ouais. Tout à fait. Donc, Ok, avec des super. thèmes toujours liés à l'actualité spatiale. Hein. Donc, ce sera au café, dans le café parisien, le Lutèce, hein, donc à Saint-Michel, hein, donc boulevard Saint-Michel, Ouais, dans le c'est vrai que 6e. ça se faisait encore il y a 2 ans. Donc, Ça fait depuis 2 ans qu'on est à distance quand même. Hein. tout à fait. Tout à fait. Mais finalement, ça se passe très, très bien. Ouais, bien sûr. Ouais, On s'est adapté. Ça c'est bon côté aussi. Donc, voilà. Donc, je Super. te laisse. Ouais, c'est une Super. bonne nouvelle. Alors, il y a une autre bonne nouvelle quand même. Ben, c'est que les mardis de l'espace, qui d'abord vont revenir pour plusieurs dates donc, en présentiel à Paris, vont se déportent ailleurs également, On se va aussi développent. les. C'est on une va marque aussi les- qui fait florès, quoi. Tout à fait. Donc, autre bonne nouvelle, on va les faire aussi sur Toulouse. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, il y aura un programme aussi, hein, donc, qu'on mettra, qu'on publiera. Donc, voilà, Excellent. incessamment sous peu. Et avec, il y a quelqu'un là, qui est là-dedans, dans cette histoire, là, dans cette nouvelle aventure. C'est Charlotte? C'est Charlotte, oui, tout à fait, qui nous a rejoint. Hein, donc, Alors, ouvre ton micro, Charlotte. Ah, ouvre ton micro, on ne t'entend pas, là. Pardon. Oui, je suis vraiment ravie. Je crois même que le lieu a été choisi. Il s'agira d'un café place du Capitole, un café du Waouh. Florida. J'ai Super. entendu dire, c'est vraiment un endroit magnifique pour se rassembler. Génial, écoute, excellent. Est-ce que, alors ça, il y a eu plein de premières aujourd'hui. C'est la première de Christophe Venet, la première de Guillaume Pénin, et puis c'était ta première aussi, Charlotte. Ben oui, tout à fait. Et ça Ça s'est s'est bien passé. Moi, je veux dire que Oui. de notre côté, ça s'est super bien passé. Dans le chat, il y avait, je ne sais plus qui a dit, ah là là, superbe voix. Il y avait des gens qui t'applaudissaient. Enfin, voilà, Merci beaucoup. c'était super. Bon, plein de J'espère bonnes que- nouvelles pardon, à mais- l'occasion de ces 10 ans. Oui, je t'en prie. J'espère que je ne vous ai pas trop coupé la parole. Mais non, mais c'est le but. Alors, il faut que tu suives davantage les Mardis d'Espace. J'aime bien dire que les autres pianistes, Ils ils ont s'en pas de fichent scrupules. complètement. Alors là, t'inquiète pas, tu peux y aller. Super. On a les épaules solides. Alors, avant de faire des petits remerciements, les Mardis de l'Espace, ça a été quand même une aventure. Hein. On a parlé de l'eau douce, des débris spatiaux, du corps dans l'espace, comprendre Mars, les catastrophes naturelles, les briques de la vie, suivre les animaux depuis l'espace. On a fait même un Mardi de l'espace sur le film Alien, par exemple, sur Curiosity, sur les mythes et les cieux. Donc, quelque chose complètement autour de la mythologie. Donc, c'est extraordinairement riche, hein, tout ce qu'on a pu faire avec Mardi de l'espace. Et je suis ravi, effectivement, que ça continue. Alors, avant quelques remerciements, on va souffler une petite bougie quand même. Alors, Christophe, Charlotte, ouais, on a prévu le coup quand même. On a prévu le coup, une petite bougie. Voilà, moi, j'allume ma petite bougie. Puis on va souffler ça quand même. Ça vaut le coup. Voilà, moi, je suis du côté du fraisier. Christophe Venet, c'est quoi, vous, avec votre micro? Une tarte aux pommes rassis. Ah, bon, d'accord. Guillaume Pénin. Tarte au citron meringuée. Oh, pas mal. Charlotte. Moi, j'ai un très grand framboisier. Oh là là, magnifique. Ah, magnifique. Et Lisiane? Un chou à la crème. Bon, super. On souffle Voilà. ensemble? 3, 2, 1. Bon anniversaire. Bravo, bon anniversaire. Au Mardi de l'Espace. Charlotte, quelques petites notes de musique pour un petit joyeux anniversaire quand même. Peut-être. Joyeux. Joyeux Voilà. anniversaire. On va pas la faire en entier, hein, mais Joyeux voilà, quelques notes, super. anniversaire. Joyeux anniversaire. Anniversaire, Les Mardi de Mardis l'espace. Voilà. Joyeux anniversaire. Mais vous êtes chanteur en plus. Bah, t'as vu ça? J'espère bien. Ouais. Alors, on veut donc remercier infiniment aussi la direction de la communication du CNES, la Net Squad qui nous accompagne, les artistes évidemment, Mehdi, Xavier, Raphaël, Charlotte ce soir, les Twittos qui sont là présents et puis aussi là qui nous ont suivis, qui étaient avec nous, qui ont fait de l'animation dans le chat, notamment le geek. Merci beaucoup à lui ou à elle. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, bon, peu importe. Et puis Lisiane. Donc, grosse actu.
vu, les Mardis d'Espace qui reprennent l'année prochaine, en présentiel, plein de dates, plein de nouveaux sujets, une vraie saison qui recommence, comme il y a 3 ans. Et puis, voilà, les Mardis d'Espace qui reprennent à Toulouse. Merveilleux, on a tout dit, Lisiane. C'est parfait, Paul. Génial. Eh bien, écoutez, merci, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve à la rentrée. Merci, au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.